Imaginez régner sur un royaume entier de démons. Le roi Satan se retrouve fauché à Tokyo, travaillant à temps partiel chez McDonald's, jusqu'à ce qu'une femme, affirmant qu'il lui a fait des bébés, débarque dans sa vie en réclamant d'autres. Un jour, ce seigneur démon décide de conquérir Entei Isla avec son escouade de 4 généraux surpuissants et une armée de démons. Cet affrontement entre humains et démons s'éternise pendant des années, plongeant le monde dans le chaos. Mais alors, cette héroïne Emilia apparaît et commence à rassembler des rebelles qui refusent de céder leur patrie aux forces démoniaques. Ces rebelles deviennent progressivement plus forts et commencent à reprendre leur territoire aux généraux du seigneur démon. Après des années de combats acharnés, Emilia et l'armée humaine finissent par vaincre le seigneur démon et ses généraux, le forçant dans ses derniers retranchements. Le seigneur démon décide de se retirer dans un autre monde pour reconstituer ses pouvoirs et planifier son retour éventuel. Il ouvre donc un portail interdimensionnel et s'enfuit vers la Terre. Le seigneur démon et l'un de ses généraux, Alciel, se matérialisent dans une ruelle quelconque du Tokyo moderne. Ils sortent dans les rues animées et reçoivent une sacrée douche froide en réalisant qu'ils sont désormais coincés dans des corps humains. 2 policiers les repèrent et s'approchent, pensant que ces hommes désorientés pourraient avoir besoin de soins médicaux, alors ils leur proposent leur aide. Alciel décide que la meilleure réponse est de les attaquer, mais le seigneur démon l'arrête car il découvre que leur magie est complètement inutile dans ce monde. Les policiers les traînent tous les deux au poste pour les interroger. Le seigneur démon réalise qu'il lui reste juste assez de magie pour manipuler l'esprit d'un policier, alors il le force à tout révéler sur ce nouveau monde où ils ont atterri. Après avoir recueilli des informations, il se dirige vers la salle d'interrogatoire d'Alciel, endort les policiers avec le reste de son pouvoir et informe son général de leur situation actuelle avant qu'ils ne s'échappent du poste. Ils passent la nuit à errer dans les rues de Tokyo comme des touristes perdus, essayant de comprendre comment fonctionne ce monde humain et comment ils sont censés grimper au sommet de la chaîne alimentaire pour récupérer leur pouvoir. Le lendemain, c'est l'aventure palpitante d'obtenir des documents légaux, car apparemment, même les anciens seigneurs démons ont besoin de papiers d'identité en règle pour survivre à Tokyo. Lors de leur première nuit dans leur nouveau logement, le seigneur démon s'effondre et est transporté d'urgence à l'hôpital, où il apprend l'humiliante leçon que les corps humains ont en fait besoin de nourriture pour fonctionner correctement. Après sa sortie, le seigneur démon, désormais sous l'alias de Musado, fait équipe avec Alciel pour remplir des demandes d'emploi, car conquérir des mondes ne compte apparemment pas comme expérience professionnelle. Quelques jours plus tard, Sadao décroche un emploi et commence immédiatement à dépenser son salaire pour des appareils de base, comme un réfrigérateur, une machine à laver et un vélo, ce qui met Alciel en mode rabat-joie total concernant leur situation financière. Lassé des plaintes de son général, Mal roule sous la pluie pour aller au travail, s'arrête pour donner un parapluie à une femme trempée dans la rue et arrive à son lieu de travail pour enfiler son uniforme. Le grand seigneur démon travaille maintenant chez McDonald's, faisant des hamburgers et prenant des commandes, tout en complotant son éventuel retour au pouvoir en gravissant les échelons de l'entreprise. Pendant son service, Mo prépare les commandes et se souvient de sa promesse à Alciel de travailler dur pendant que son général fait des recherches sur la magie et tout semble se dérouler sans accroc jusqu'à l'heure de pointe du déjeuner. Alors qu'il essaie frénétiquement de suivre les commandes de frites, Mo casse la friteuse et envisage d'utiliser sa magie limitée pour la réparer, mais le gérant arrête les opérations pour des réparations avant qu'il ne puisse prendre cette décision discutable. Malgré le désastre mécanique, Mo parvient tout de même à être promu employé de rang A à la fin de son service. Mao se précipite chez lui pour partager la bonne nouvelle de sa promotion, mais l'univers a d'autres projets lorsque la fille à qui il a donné un parapluie plus tôt l'arrête net et se révèle être la légendaire héroïne Emilia d'Entei Isla. Il s'avère que cette héroïne a suivi le seigneur démon et Alciel à travers le portail, a atterri quelque part à Tokyo et a passé ses journées à les traquer. Maintenant qu'elle l'a enfin retrouvée, Emilia prévoit de mettre fin au règne du seigneur démon avec un couteau à $1 qu'elle a d'acheter dans un dépanneur. Mao se sent insulté par toute la situation et lui dit d'arrêter de plaisanter, mais Emilia refuse de reculer et se lance en avant pour régler leur ancien conflit là dans les rues de Tokyo. Le bruit de leur bagarre devient si fort que quelqu'un appelle la police et le pauvre policier du poste en a marre de gérer ces 2 cinglés qui se disputent pour ce qui ressemble à du pur non-sens. Il leur donne quelques conseils de base pour maintenir la paix et les laisse partir. Sur le chemin du retour, Emilia dit à Mao de faire attention à ses arrières à partir de maintenant car elle n'en a pas encore fini avec lui. Le lendemain, au travail, Emilia rejette une invitation à un rendez-vous amical de sa collègue, choisissant plutôt de vivre sa routine ennuyeuse de rentrer chez elle pour dîner et regarder le même résumé d'anime que la nuit précédente. Elle en a tellement marre de ce cycle abrutissant qu'elle décide de faire quelque chose pour sa situation. Pendant ce temps, Mao et Alciel s'installent pour dîner quand leur sonnette retentit et qu'Alciel découvre nul autre qu'Emilia devant leur porte. Mao soupire et la laisse entrer dans la maison où elle est immédiatement irritée par le triste état de leur appartement d'une pièce, se demandant comment un puissant seigneur démon pourrait se contenter de conditions de vie aussi modestes. Mo explique son plan de maître pour se frayer un chemin à travers le système de classe humaine et gravir tous les niveaux de la société jusqu'à devenir le seul souverain de la Terre. Emilia en a marre d'écouter ses grands projets et part pour son propre logement. Le lendemain matin apporte une autre invitation à un rendez-vous de l'ami d'Emilia, qu'elle rejette promptement en faveur de la traque de Mao et Alciel à la place, car apparemment c'est devenu son nouveau passe-temps. Ce soir-là, elle le suit au dépanneur, pensant qu'ils vont chercher des fournitures de combat, seulement pour être déçus quand ils n'achètent gata que des articles ménagers et ordinaires. Au cours des jours suivants, Emilia fait de la traque de Mao son occupation à plein temps et est déçue à chaque fois qu'il ne fait rien de vaguement maléfique ou de conquête mondiale.
Un soir, elle entre chez McDonald's pour vraiment découvrir ce qu'il manigance, seulement pour découvrir qu'il vit juste sa vie comme n'importe quel autre être humain qui travaille. La collègue de Mao, Sasaki, la remarque en train de lui parler et devient jalouse. Alors après le travail ce jour-là, elle s'assure de confirmer si Mao a une petite amie ou non, ce qui heureusement n'est pas le cas. Plus tard, Mao quitte le travail et rentre chez lui à vélo quand il rencontre Emilia à nouveau pour la même vieille dispute qui est essentiellement devenue leur routine quotidienne. Alors qu'ils se chamaillent, quelqu'un leur tire dessus. Alors pour la première fois, le héros et le diable travaillent ensemble pour éviter de se faire éliminer. Ils finissent par se mettre hors de danger et rentrent chez eux ensemble quand Emilia ravale sa fierté et demande si elle pourrait rester avec Mao pour une seule nuit. Mao a pitié d'elle et la laisse entrer chez lui malgré l'avertissement d'Alciel. Emilia s'installe dans un coin de la pièce pour se reposer pendant que Mao lui procure des provisions et 1000 $ en espèces. Emilia dort sur le sol, se demandant pourquoi elle est venue en premier lieu. Plus tard cette nuit-là, Mao reçoit un SMS d'un numéro inconnu concernant des tremblements de terre à venir, sans aucune information sur la façon de les arrêter. Emilia quitte la maison de Mao très tôt le lendemain matin et laisse des cornichons sur leur bureau pour les remercier de lui avoir offert un endroit où loger. Mao et Alciel sont sceptiques quant à savoir s'ils doivent manger les cornichons, car ils pourraient être empoisonnés. Après d'être rentrée chez elle, Emilia prend un bain chaud et s'installe pour regarder les informations où le journaliste parle d'une fusillade survenue dans un quartier de la ville la nuit précédente et mentionne un vélo qui a été laissé sur les lieux. Emilia reconnaît le vélo comme étant celui de Mao, s'irrite et part travailler. Pendant ce temps, le visage de Sasaki rougit de joie car Mao vient d'accepter de sortir avec elle. Il s'avère donc que Sasaki avait des problèmes d'audition et était allé demander conseil à Mao sur ce qu'il fallait faire. Elle se rend dans un magasin de vêtements en ville pour choisir une jolie tenue pour son rendez-vous. Pendant qu'elle est au travail, Emilia reçoit un appel d'un numéro étrange, alors elle décroche et commence sur une note amicale. Cependant, les choses deviennent très sérieuses lorsque l'autre personne l'appelle l'héroïne Dante Isla et menace de la supprimer, elle et le sombre seigneur démon. Elle essaie d'obtenir toute information possible sur l'identité de la personne, mais celle-ci coupe l'appel avant qu'elle ne puisse le faire. Emilia raccroche et continue de travailler, pensant à la personne à qui elle vient de parler. Après le travail, elle reçoit un appel du poste de police lui demandant de venir témoigner de l'identité de Mao, car apparemment Mao s'était rendu au poste pour récupérer son vélo. Emilia se précipite au poste de police, en colère de devoir être celle qui témoigne pour une personne qu'elle déteste profondément. Emilia le tire d'affaire et le réprimande pour son comportement si enfantin. Puis, après avoir décompressé, elle lui parle de l'appel téléphonique menaçant qu'elle a reçu au travail plus tôt dans la journée et se précipite chez elle. Sasaki rentre chez elle du magasin et enfile une très jolie robe pour son rendez-vous avec Mao, tandis qu'Alciel, de son côté, prend le rendez-vous un peu trop au sérieux et emmène Mao dans un magasin de vêtements pour lui trouver une tenue de créateur. Après s'être habillé, Mao se dirige vers leur point de rencontre où une Sasaki joyeuse le rejoint et le suit jusqu'à un centre commercial pour ce qui est censé être un rendez-vous normal. Alciel et Emilia décident tous deux de les accompagner comme chaperons non invités, Emilia étant convaincue que Mao a des arrière-pensées en fréquentant cette fille innocente, tandis qu'Alciel veut juste s'assurer que son roi ne fasse rien de stupide. Ils observent les deux tourtereaux discuter dans un restaurant depuis une table de coin. Après plusieurs minutes de surveillance, Emilia décide d'entrer dans le restaurant pour examiner de plus près le complot qu'elle pense que Mao est en train de monter. Pendant ce temps, Sasaki parle à Mao du son étrange qu'elle entend ces derniers temps, ce qui attire immédiatement l'attention de Mao car il reconnaît cela comme une communication potentiellement importante d'Dante Isla. Alors qu'il considère les diverses possibilités de ce que cela pourrait signifier, il aperçoit Alciel et Emilia entrer dans le restaurant, recrache sa boisson et essaie de faire comme s'il ne les avait pas vus. Emilia se dirige directement vers leur table et dit à Sasaki d'arrêter de sortir avec Mao, ce qui fait que Sasaki suppose qu'elle a affaire à une situation d'ex-petite amie jalouse. Alors qu'elle commence à se disputer à propos de Mao, un tremblement de terre frappe leur immeuble et toute la structure s'effondre en quelques secondes, piégeant Sasaki et Emilia dans les décombres sans autre choix que de se rapprocher l'une de l'autre. N'ayant d'autre choix que de travailler ensemble, Emilia avertit Sasaki de la vraie nature de Mao, expliquant qu'il n'est pas le genre de personne avec qui elle devrait s'impliquer. Elle sent Mao approcher et endort Sasaki avant qu'il n'arrive, prête à l'affronter avec sa magie mystérieusement restaurée. Emilia envisage de l'achever là, dans les décombres, mais Mao fait quelque chose qui la déstabilise complètement. Le diable utilise sa magie restaurée pour sauver Emilia et Sasaki, soulevant tous les décombres du bâtiment effondré et dégageant un chemin sûr pour qu'elle puisse s'échapper, ce qui est probablement la dernière chose qu'Emilia attendait de son soi-disant ennemi mortel. Une fois hors de danger, Emilia reste là, fixant les décombres, perdue dans les souvenirs de sa jeunesse à Entei Isla, quand elle n'était qu'une fille de ferme labourant les champs avec son père. Dans son flashback, un marchand apporte de mauvaises nouvelles sur les terres que le seigneur démon avait conquises, et son père ment pour protéger son innocence, lui disant que les prières du prêtre les sauveraient de l'horrible seigneur démon. Quelques jours plus tard, dans ses souvenirs, le grand prêtre arrive chez elle pour l'emmener et la préparer à devenir l'héroïne de leur terre. Après avoir atteint l'église, le prêtre révèle la vérité sur sa nature. Son père était tombé amoureux d'un archange et Emilia, née de leur union, possède des capacités spéciales qui pourraient vaincre les démons et abattre le seigneur démon lui-même. Mao reprend sa forme normale et ramène Emilia à la réalité, où elle essuie rapidement ses larmes et garde un visage impassible pour éviter de montrer sa vulnérabilité devant lui. Sasaki les rejoint et remercie Mal pour ce beau rendez-vous avant de partir. Avant qu'ils ne se séparent, Mal dit à Emilia que le tremblement de terre n'était pas une catastrophe naturelle, mais une attaque les ciblant spécifiquement. Juste à ce moment-là, la collègue d'Emilia arrive pour la chercher, tandis qu'Alciel arrive et organise pratiquement une célébration en voyant son maître sain et sauf. Alors qu'ils retournent chez eux, Alciel continue de s'humilier et de supplier Mao de lui pardonner comme un chien fidèle.
Pendant ce temps, Emilia arrive chez sa collègue et savoure un repas décent. Après le dîner, la collègue d'Emilia reçoit un appel de sa mère lui demandant si elle allait bien, alors la collègue la rassure que tout va bien de leur côté. Une fois l'appel terminé, la collègue d'Emilia la remercie de ne pas avoir été trop curieuse de son origine mystérieuse et de sa situation actuelle. Ailleurs, Mo et Alciel sont avertis de la présence d'agresseurs par le policier qui les a escortés de la scène de l'accident. Emilia s'excuse du salon pour aller se changer et pendant qu'elle est dans l'autre pièce, sa collègue commence à la taquiner à propos d'elle-même et de Mo, ce qui rend Emilia toute nerveuse et la fait se précipiter dans le bain. Là, elle commence à se demander ce qui traversait l'esprit de Mo quand il les aidait à dégager un chemin à travers les décombres. Après avoir pris son bain, Emilia se dirige directement chez Mao pour lui rendre les 1000 $ qu'il lui avait donnés auparavant. Quand elle arrive, elle trouve Mao en short et devient immédiatement insolente avec lui, ce qui mène à leur dispute habituelle et à une explosion émotionnelle avant qu'Emilia ne retourne chez elle. En descendant les escaliers, Emilia fait une chute et se blesse comme une protagoniste maladroite, alors Mao la traîne dans sa chambre et lui jette de l'antiseptique pour qu'elle se soigne. Pendant que Mao n'arrête pas de lui dire de se calmer, Emilia perd complètement les pédales et lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi il joue soudainement les gentils alors qu'il était un criminel de guerre à Ente Isla. Mo essaie de s'expliquer, mais Emilia fond en larmes à cause de toutes les vies qu'il a anéanties, y compris celle de son père, ce qui rend toute la situation super gênante. Mo se lève et s'excuse, ce qui d'une manière ou d'une autre fait qu'Emilia tombe à genoux et pleure encore plus fort. À ce moment précis, Sasaki arrive pour dire bonjour et surprend Emilia, agenouillée devant Mao, sautant immédiatement à la pire conclusion possible avant de s'enfuir. La propriétaire Makiti passe pour obtenir leur consentement pour des rénovations de chambre, complètement inconsciente de la crise émotionnelle qui vient de se produire et part après avoir obtenu leur approbation. À plusieurs kilomètres de là, dans un portail interdimensionnel, deux des subordonnés d'Emilia se dirigent vers le Japon pour enquêter sur la magie que leur sonar a détectée lorsqu'il a été déployé sur Terre. Pendant ce temps, Sasaki rencontre ce type aux cheveux violets qui l'arrête pour discuter, mentionnant nonchalamment ses plans de se nourrir de son désespoir avant de déployer ses ailes comme un méchant d'anime edgy. Quand ce psychopathe aux cheveux violets, qui s'avère être Lucifer, commence à détruire des bâtiments, Mo, Alciel et Emilia se présentent pour gérer la situation. Mo s'approche de Lucifer qui le défie en duel, défi que Mo accepte malgré qu'il n'ait pas assez de pouvoir pour réellement gagner. Ailleurs, Emeralda et Albert, les subordonnés d'Emilia d'Anta Isla, traversent le portail pour rencontrer leur héroïne sur Terre. C'est alors qu'il devient clair que Lucifer a été aidé par l'un des prétendus alliés d'Emilia, Olga. Emilia n'arrive pas à croire qu'El-Doka ait été trahi de la sorte, mais Mal comprend l'évidence. Olga ne voulait pas qu'Emilia règne sur lui après qu'elle ait vaincu le Seigneur Démon, alors cette âme opportuniste a décidé de travailler avec l'ennemi pour éliminer Emilia et lui voler son pouvoir. Alciel commence à parler sans arrêt de son maître, ce qui énerve suffisamment Olga pour qu'il tire sur Alciel à la poitrine pour le faire taire. Alors qu'Alciel s'effondre, Lucifer décide que c'est le moment idéal pour commencer son attaque sur la ville, détruisant tout sur son passage, comme s'il faisait la crise de colère la plus destructrice du monde. Mal ramasse son général blessé et s'enfuit tandis qu'Emilia les suit, tous trois cherchant un moyen de sortir de ce chaos surnaturel. Malheureusement pour eux, Lucifer les rattrape et demande à Mao pourquoi il s'abaisserait à aider des humains, ce qui donne à Mao l'occasion de confesser qu'il s'est en fait pris d'affection pour l'humanité depuis son arrivée sur Terre. Cette révélation irrite encore plus Lucifer et il répond en causant un chaos supplémentaire à travers le pays. Mo et Emilia essaient d'échapper au combat, mais Olga et Lucifer les acculent sans nulle part où fuir. N'ayant plus le choix, Mo décide d'utiliser la magie de téléportation pour s'éloigner, lui et Emilia, de quelques mètres de leurs assaillants, mais Lucifer les rattrape et l'abat. Mal tombe, apparemment mort, laissant Emilia affronter seul Lucifer et Olba. Lucifer, qui tenait Sasaki en otage, la lâche et détruit le pont près de lui, provoquant la propagation du désespoir et de la peur parmi les personnes piégées dans la zone. Mal se nourrit de ce désespoir et l'utilise pour amplifier ses capacités magiques, se transformant en un diable cornu et retenant le pont qui s'effondre au-dessus de la tête d'Emilia pour protéger tout le monde en dessous. Emilia libère ses propres pouvoirs magiques et se transforme en l'héroïne avec l'épée sacrée en sa possession, prête à régler ce conflit une fois pour toutes. Elle se jette en avant pour attaquer Lucifer. Mais avant que leur grand combat ne commence, Lucifer jette un sort sur les personnes environnantes pour les endormir, s'assurant qu'aucun spectateur innocent ne soit pris dans leur affrontement surnaturel. Emilia est dominée dans la première moitié du combat jusqu'à ce qu'Alciel se rétablisse et rejoigne la bataille, faisant tourner le vent en leur faveur. Ensemble, ils abattent Dolba et isolent Lucifer, permettant à Mao de poser le pont en toute sécurité et d'affronter son ancien général à pleine puissance. Lucifer recule à la vue de son ancien seigneur puissant et reçoit une punition exemplaire pour sa rébellion. Quand la poussière retombe, Emilia et Mao reprennent leur habituelle dispute, elle lui demandant s'il compte retourner à Ante Isla. Mal choisit de rester et de continuer à gravir les échelons de la hiérarchie humaine au Japon. À ce moment-là, Emeralda et Albert arrivent par le portail pour rejoindre leur héroïne, et après les salutations nécessaires, Emilia les emmène chez Mal pour les présentations. Mal lève le sort sur les personnes endormies et utilise le reste de sa magie pour reconstruire la ville, réparant les dégâts de leur bataille surnaturelle. Ils se rassemblent tous chez Mal pour une pause thé avant de reprendre leur vie normale, et ce soir-là, Emeralda et Albert se préparent à rentrer chez eux à Ante Isla.
Avant de franchir le portail, ils avertissent Emilia d'éviter de trop s'approcher du diable, car on ne sait jamais ce qu'il pourrait avoir prévu pour l'avenir. Néanmoins, Mal retourne au travail et apprécie ses services chez McDonald's, poursuivant sa quête pour gravir les échelons de l'entreprise, un hamburger à la fois. Quelques jours après le combat avec Lucifer, Mal et Alciel grignotent de la viande dans un restaurant et envisagent de prendre des plats à emporter pour leur ennemi repenti. Cependant, Alciel lui dit qu'il préférerait ne pas s'en soucier car Lucifer a découvert les merveilles du shopping en ligne et n'a probablement plus besoin de leur aide. De retour à Ante Isla, le saint prêtre tient une réunion pour discuter du sort d'Emilia et du Seigneur Démon, partant du principe que tous deux ont été tués dans leur bataille et ayant déjà répandu la nouvelle de sa mort héroïque aux masses. Leur informateur les informe de la trahison d'Olga et leur conseille d'éliminer Amerelda, Albert et Emilia discrètement pour que personne ne découvre qu'ils sont toujours en vie, ce qui discréditerait totalement le récit de l'église. À plusieurs milliers de kilomètres d'Ante Isla, Mao et Alciul rentrent chez eux avec un sac de plats à emporter pour Lucifer et participent à son expérience de piratage informatique en faisant une farce téléphonique au centre d'appel d'Emilia. Après l'avoir agacé pour la énième fois, Mao se rend au travail où Emilia le rejoint pour discuter de leur situation actuelle. Pendant ce temps, Alcil continue d'apprendre tout ce qu'il peut sur la magie et en fin d'après-midi, il rentre de la bibliothèque et trouve du courrier dans leur boîte aux lettres. Emilia demande à Mao où se trouve Lucifer et il explique que son ancien général loge chez eux depuis l'arrestation d'Olga. Amelia se lance dans sa tirade habituelle jusqu'à ce qu'elle se fatigue et retourne à son lieu de travail. Mo rentre chez lui après son service et trouve Lucifer et Alcia à l'article de la mort. Et après enquête, il attribue leur état au courrier qu'Alcia a récupéré plus tôt dans la boîte aux lettres. Il s'avère que leur propriétaire, Mikidi, leur a envoyé une photo d'elle en bikini, ce qui a bien sûr traumatisé les garçons. Mo refuse de se soumettre à cette torture et se concentre plutôt sur d'autres choses. Lucifer leur parle d'un mythe qu'il a trouvé concernant l'école de Sasaki. Alors Mo et Alciel décident d'enquêter le lendemain. Ils fouillent l'école à la recherche de tout signe de la mystérieuse salle de classe mais ne trouvent rien d'inhabituel. Plus tard ce jour-là, alors qu'ils se préparent pour leur service, Sasaki raconte à Mao tout ce qu'elle sait sur cette étrange salle de classe et cette nuit-là, elle se faufile dans l'école et les emmène enquêter. En chemin, elle explique la malédiction censée peser sur la pièce, mais Lucifer l'interrompt avec un appel téléphonique effrayant. En répondant, il dit à son patron qu'ouvrir une porte dans cette zone de l'école affaiblirait le tissu entre l'espace et le temps. Après l'appel, Mao et Alciel entendent des pas derrière le balcon et se retournent pour découvrir qu'Amelia les a suivis jusqu'à l'école. Ils essaient de lui échapper mais échouent spectaculairement, alors ils décident quand même de se cacher dans une salle d'anatomie où Amelia les retrouve et lacère la pièce anatomique devant elle. Elle finit par se joindre à leur recherche de la salle de classe maudite et ils se dirigent vers une partie abandonnée de l'école pour approcher la pièce cachée. Mao ouvre la porte en s'attendant à trouver un mystère surnaturel, seulement pour découvrir des emballages de chips et une Game Boy éparpillés dans la pièce. Il s'avère que Lucifer y vivait et a juste utilisé Mo et les autres pour l'aider à retourner à sa cachette improvisée. Mo retourne au travail et jette accidentellement un coup d'œil à la photo de vacances de la propriétaire, ce qui le rend livide de gêne et le fait s'évanouir sur le champ. Heureusement, il survit à cette expérience traumatisante et rentre chez lui sain et sauf. En montant, il remarque que quelqu'un est sur le point de quitter sa maison et pendant qu'il monte les escaliers, une jolie femme descend à sa rencontre mais trébuche et atterrit dans ses bras comme un cliché de comédie romantique. Le lendemain matin, cette même jolie femme rend visite à Mo et Alciel chez eux pour s'excuser d'avoir troublé la paix dans leur maison la nuit précédente. Ces excuses consistent en quelques matériaux et une autre photo du corps imposant de la propriétaire. Mo la remercie pour les cadeaux et elle part, se demandant probablement pourquoi ces gars semblent si traumatisés par de simples photographies. Plus tard dans la journée, Emilia reçoit un colis de vitamines envoyé directement par Emeralda d'Antaesla et l'appelle pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser les médicaments et les vitamines qu'elle vient de recevoir. Une fois son enquête terminée, Emilia reprend son deuxième travail de la journée qui consiste à traquer Mao et Alciel depuis sa cachette près d'une clôture, transpirant abondamment au soleil avec seulement une bouteille d'eau et une petite serviette sur la tête. À un moment donné, elle entend Lucifer et la nouvelle fille parler de vêtements et décide d'enquêter. Elle se faufile dans l'immeuble de Mao et entend Alciel, Lucifer et la nouvelle fille préparer le déjeuner. Mais quand la nouvelle fille décide de sortir, Emilia s'élance et trébuche dans les escaliers, tombant sur Mao qui la porte, embarrassée. Emilia donne un coup de pied à Mao et se recroqueville sur le sol, le visage dans les mains. Plus tard, Mao et Emilia sont de retour à la maison, préparant le dîner, quand la nouvelle dame se présente comme Kamizuki Suzuno et leur demande de l'aider à s'habituer à leur style, car elle porte des vêtements traditionnels qui la font remarquer. Emilia commence à soupçonner qu'elle pourrait être une assassine d'un autre monde envoyée pour tuer Mo, car à ce stade, tout le monde savait qu'elle venait probablement d'une autre dimension avec des arrière-pensées. Mo se lève pour se laver les mains et se vante de sa promotion imminente au poste de gérant adjoint du restaurant McDonald's, ce qui rend Emilia à nouveau insolente avec lui. Suzuno lui demande si elle est intéressée par Mao et Emilia, pensant que Suzuno pourrait être comme Sasaki, lui pose la même question en retour. Suzuno l'emmène dehors et lui pose des questions sur Mao, incitant Emilia à la prévenir de ne pas trop s'approcher de lui car il n'est pas quelqu'un de fiable. Elle donne même sa carte à Suzuno pour qu'elle puisse appeler si Mao devient violent. Bientôt, Emilia laisse Suzuno avec les garçons et Suzuno met un déjeuner dans une boîte pour que Mao le mange pendant sa pause au travail. Sur le chemin du retour, Emilia appelle Emeralda pour lui donner des nouvelles de la situation de Mao et à la façon dont elle parle, Emeralda est convaincue qu'Emilia pourrait développer des sentiments pour le Seigneur Démon. Néanmoins, elle avertit Emilia de se méfier de tout agent que l'église pourrait lui envoyer car il la soupçonne d'avoir changé de camp en vivant sur Terre.
À ce moment-là, Mao est promu gérant adjoint de son restaurant, marquant une autre étape dans son ascension de l'échelle de l'entreprise. Le gérant l'informe qu'un restaurant concurrent, Kentucky Fried Chicken, ouvre à proximité et lui dit de s'assurer qu'il ne leur vole pas leurs clients. Mao hoche la tête en signe d'accord et retourne à l'arrière-boutique avec Sasaki, qui découvre que Mao mangeait un déjeuner préparé par une autre femme et devient super jalouse, se transformant en un désordre embarrassé. Quelques heures plus tard, Emilia achète de la nourriture dans un dépanneur local quand un homme masqué entre en courant et l'attaque de nulle part. Emilia tire son épée sacrée et le suit hors du magasin, prête à régler ça à l'ancienne. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre sa situation, elle est la cible de lasers violets. Heureusement pour elle, le caissier chasse les agresseurs et la ramène à l'intérieur, car apparemment même les employés de dépanneurs sont des héros dans ce quartier. Alors qu'Emilia se calme et attend les flics, elle reçoit un appel de Sasaki qui lui annonce la nouvelle dévastatrice que Mao est nourrie par une autre femme. Le lendemain, Sasaki prépare un repas pour Mao pleine de peur et de nervosité et demande à Amelia de l'accompagner chez Mao pour lui livrer la nourriture. Cependant, elle a le choc de sa vie quand elle trouve Suzuno déjà là, s'occupant d'eux comme une sorte de déesse du foyer. Avec l'aide d'Emilia, Sasaki se calme et fait connaissance avec Susano, la rejoignant pour préparer le petit déjeuner et devenant très bavarde avec sa nouvelle rivale potentielle. Bientôt, le déjeuner est prêt et Lucifer reçoit de très petites portions, probablement parce que personne ne lui fait encore vraiment confiance avec un repas complet. Pendant qu'il mange, Suzuno fait savoir au groupe qu'elle cherche un emploi pour payer ses factures et Mao lui demande si elle pourrait travailler avec eux chez McDonald's. Complètement insensible aux sentiments de Sasaki concernant l'ajout d'une autre femme à leur dynamique de travail, Suzuno dit à Mao qu'elle y réfléchira et lorsqu'on lui demande son sens vestimentaire, elle explique qu'elle n'a pas de vêtements occidentaux. Emilia part travailler après avoir mangé chez lui. Bientôt, Mao et Sasaki se rendent à leur lieu de travail et en chemin, Mao demande à Sasaki ce que ses parents pensent de sa relation avec lui. Sasaki lui dit qu'ils semblent plutôt d'accord pour laisser leur fille cuisiner pour un garçon qu'elle aime et la conversation progresse pendant quelques minutes jusqu'à ce que Mao lui pose une question importante sur la façon dont elle est toujours d'accord pour aimer un démon comme lui. Sasaki lui dit qu'elle était déjà amoureuse de lui avant de découvrir qu'il était un démon et ne le verrait pas différemment de ce qu'il est maintenant. Suzuno, qui écoute leur conversation, se révèle, ce qui rend Sasaki très embarrassée et la pousse à prendre le vélo de Mao pour aller au travail afin d'échapper à la gêne. Suzuno s'approche de Mao et lui demande ce que ça fait d'être aimé par quelqu'un comme Sasaki. Et Mao lui dit qu'il se sent plutôt bien, mais n'y pense pas trop. Suzuno s'excuse et retrouve Emilia à la station de métro de l'autre côté de la ville. Pendant ce temps, Emilia interroge Suzuno sur la façon dont cette fille a réussi à apparaître seule, alors Suzuno lâche qu'elle a utilisé une porte pour se téléporter, ce qui sidère complètement Emilia qui se demande maintenant si cette beauté vient réellement d'Antaïsla. C'est là que le rebondissement arrive car il s'avère que le vrai nom de Suzuno est Christia Bell et elle est en fait cette espionne de la Réforme, envoyée pour surveiller Amelia comme un programme de surveillance divin. Amelia essaie de comprendre pourquoi Suzuno se rapprocherait de Mao alors qu'elle le traque déjà depuis l'ombre. Alors Suzuno explique que les prêtres pensent qu'Amelia est devenue incontrôlable et complote avec le démon, ce qui l'énerve tellement qu'elle met fin à tout cet interrogatoire. Ils finissent dans un café où Amelia est curieuse de savoir comment Suzuno connaît quoi que ce soit sur le Japon. Alors cette fille explique qu'elle a fait ses devoirs et étudié l'histoire japonaise, ce qui explique son goût pour les kimonos. Elle s'excuse pour Olga qui est une traîtresse et précise que l'église ne veut rien avoir à faire avec ses bêtises. Suzuno insiste pour faire équipe afin de vaincre le Seigneur Démon, mais Emilia n'en veut pas car elle travaille mieux seule. Elle lance un avertissement sur la prudence à avoir autour du Seigneur Démon, lui jette quelques magazines pour se divertir et file au travail. Pendant ce temps, la plupart des clients de McDonald's ont pratiquement déserté et font maintenant la queue au nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en face. Le gérant de Kentucky Fried Chicken se présente pour se vanter d'avoir volé les clients de McDonald's. Alors Mao serre cette âme suffisante et le laisse partir avec tous ses membres encore attachés. En soirée, Suzuno retrouve Amelia et son amie Rika alors qu'elles ferment leur boutique. Suzuno se vante d'avoir déniché de nouvelles tenues de l'autre bout de la ville pour quelques milliers de dollars, alors quand elle lui demande d'où elle a l'argent, elle mentionne nonchalamment avoir échangé ses bijoux dans un prêteur sur gage, comme si de rien n'était. Rika suggère de prendre le train pour rencontrer ce gars à Lydia. Mais Lydia continue de se plaindre qu'Emilia ait choisi de ne pas y aller jusqu'à ce qu'elle réalise que Rika traîne déjà Suzuno au métro, qu'elle le veuille ou non. Les filles descendent du train et marchent jusqu'au McDonald's qui semble plutôt mort, avec à peine des clients. Rika y voit l'occasion parfaite de confronter Mao pour être un fardeau complet pour Amelia. D'abord, elles se rendent au Kentucky Fried Chicken en face pour du café glacé et des biscuits, où Rika se retrouve à devoir gérer le gérant bizarre en commandant leur nourriture. Pendant qu'elles attendent, Rika demande à Amelia ce qu'il y a entre elle et Mao, mais Amelia garde le silence car elle est terrifiée de révéler la vérité. Une fois leur commande reçue, les filles s'installent à l'étage pour manger, tandis que Suzuno dit à Rika que Mao n'est qu'un voisin amical. Emilia, en revanche, déverse toutes les insultes du dictionnaire sur Mal comme s'il avait personnellement ruiné sa vie. Elle y va si fort qu'Alciel, envoyé espionner Kentucky, doit réagir à la raclée verbale que son patron reçoit. Dans un flashback, Alciel se souvient des honorables mots d'adieu de son maître avant de le laisser gérer cette mission secrète. De retour chez McDonald's, Mao est gérant par intérim pour la journée et ordonne à ses employés de faire des tâches aléatoires pour gagner du temps. Pour qu'Alciel termine son enquête, Sasaki suggère de mettre des panneaux à l'extérieur pour attirer leurs clients, comme un stratagème marketing désespéré. Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, Alciel
Alciel rejoint les filles et confronte Emilia pour avoir absolument détruit son patron avec des mots. Riga se présente à Alciel et demande des potins sur Mao et lui, alors Alciel invente ce mensonge selon lequel Emilia est une intérimaire dans leur entreprise de construction Mao Inc. Il explique que la rivalité entre Mao et Amelia est devenue si toxique qu'elle a ruiné toute l'entreprise, ne laissant qu'un souvenir. Maintenant, Mao et Alciel ont dû louer un appartement et sont retombés sur Amelia d'une manière ou d'une autre. Un an plus tard, cette histoire tient toujours la route, Rika croyant chaque mot comme une fan crédule. Quand Alciel termine son histoire larmoyante, Rika le plaint et complimente le beau diable, ce qui fait qu'Alciel la remercie comme s'il le pensait vraiment. Rika rougit et décide qu'elle va descendre et avoir une discussion en tête-à-tête avec Mao toute seule. Alciel l'emmène, elle et Suzuno, qui est restée silencieuse tout ce temps, comme un personnage mystérieux en arrière-plan en bas, tandis qu'Amelia s'arrête au comptoir pour des plats à emporter et se retrouve à nouveau à gérer le gérant bizarre qui ne cesse de donner des conseils inutiles. Alciel fait son rapport à Mao sur le grand secret de Kentucky, qui s'avère être leur complexe de supériorité alimentaire bio par rapport aux offres pathétiques de McDonald's. Alciel prend une bonne quantité de fast-food pour le dîner et laisse Mao gérer les filles parce qu'il n'est pas assez payé pour ce drame. Rika rencontre enfin Mao et commence immédiatement à lui parler de haut comme s'il lui devait de l'argent. Sasaki leur sert du café glacé et se présente à Rika qui reconnaît instantanément la mignonnerie de Sasaki et la serre si fort que Sasaki est embarrassé et s'en va. Rika continue ses remarques insolentes pendant que Mao se fait rôtir vif, alors il a cette idée brillante d'utiliser des flyers pour attirer les gens au restaurant. Ça ne marche pas, puis un livreur arrive avec une pousse de bambou que Mal utilise pour décorer le restaurant comme un décorateur d'intérieur désespéré. Soudain, les clients affluent après avoir vu à quel point l'extérieur est beau, alors Mal se met tout de suite au travail pour servir ses clients. À la fin de la nuit, Mal a réussi à récupérer ses clients de Kentucky Fried Chicken. Le lendemain, la gérante demande à Mal s'il veut rejoindre son ami et aider à servir les clients à leur nouvelle attraction au parc. Alors Mal accepte d'y aller. Sasaki essaie de les suivre comme un chiot perdu, mais la gérante la rembarre complètement. Cette nuit-là, Mo et Ocil se régalent d'un grand bol de nouilles udon, tandis que Lucifer est collé à son ordinateur cherchant des ouvertures familières au parc. Le lendemain, il découvre qu'une maison hantée ouvre près du parc et commence à envisager d'y aller car selon lui, ils peuvent transformer la peur et le désespoir des gens de la maison hantée en magie. Alciel lui dit de quitter l'ordinateur et de venir manger, mais Lucifer refuse, alors les deux se disputent comme des colocataires se chamaillant pour les tâches ménagères. Pendant ce temps, Emilia reçoit un appel de Sasaki lui demandant d'aller au parc avec elle le lendemain. Comme Emilia n'a rien de mieux à faire, elle accepte d'y aller avec elle, alors Sasaki la remercie et raccroche. Emilia reçoit un autre appel et cette fois, c'est Suzuno qui rapporte ses découvertes. Elle parle à Emilia de la possibilité que le seigneur démon Akamao recueille de la magie de la peur des clients à la maison hantée, mais Amelia écarte cette possibilité et lui dit que Mao est probablement juste là pour s'amuser comme une personne normale. Le lendemain, Mao rejoint ses collègues au parc arcade, au parc et se prépare à servir les clients. Pendant ce temps, Amelia et Suzuno retrouvent Sasaki dans une autre partie du parc et le trio se change en maillot de bain. Dans le vestiaire, Amelia est absolument embarrassée après avoir vu à quel point Sasaki est ridiculement bien faite. Suzuno les rejoint un peu plus tard, enfilant un maillot de bain traditionnel comme si elle allait accomplir un ancien rituel. Une fois entièrement habillée, Sasaki rencontre Mao, l'air sensuel et sexy, espérant recevoir un joli compliment de sa part sur son look, mais Mao la déçoit plus qu'un examen raté. À ce moment-là, Alciel est frappé de diarrhée après avoir mangé trop de nouilles udon. La nuit précédente, alors après la visite aux toilettes, il décide de se procurer des médicaments. Après le déjeuner, Sasaki suggère à Amelia et Suzuno d'aller voir la maison hantée qui vient d'ouvrir à proximité. Elle se lève et entre dans la maison, frissonnant à chaque pas. Sasaki prend peur et s'enfuit dehors plus vite qu'un lâche au combat. Amelia et Suzuno continuent de marcher jusqu'à ce qu'elles rencontrent le premier sursaut, seulement pour courir dehors retrouver Sasaki. Sasaki avoue être une petite fille quand il s'agit de choses étranges et aléatoires qui apparaissent de nulle part. Elle demande à Suzuno si elle a déjà mangé un reptile, alors Suzuno leur raconte sa première fois à manger des collations reptiliennes à Entei Isla. Emilia la fait taire rapidement avant que Suzuno ne révèle tout sur Entei Isla à Sasaki. Ensuite, les filles visitent le zoo pour voir les animaux sympas, et en se promenant, elles trouvent un singe errant qui prend un sérieux penchant pour la grande poitrine de Sasaki. Bientôt, le propriétaire vient chercher son singe de compagnie pendant que Mao termine son service et quitte le travail. Les filles continuent de s'amuser avec les toboggans aquatiques pour près de la rivière, où l'une des dames fait un plongeon avec un dauphin. Elle aperçoit un alligator dans la rivière et crie comme si sa vie défilait devant ses yeux. Alors tout le monde s'enfuit de la rivière. Mao, cependant, marche vers les alligators et utilise la peur des gens autour comme sa magie pour bannir les alligators vers les enfers. Susano continue de se demander pourquoi le seigneur démon utiliserait des pouvoirs magiques si durement acquis pour bannir les alligators au lieu de simplement aggraver les choses, mais elle ne trouve pas de réponse. À la tombée de la nuit, Sasaki rentre chez elle en métro où elle trouve un homme étrange avec des ailes, la suivant comme un harceleur effrayant. Dès qu'elle se retourne, il disparaît comme s'il n'avait jamais été là. Le lendemain matin, Lucifer reçoit une livraison coûteuse, tandis qu'Aziel souffre d'intenses maux d'estomac à cause des nouilles qu'il a mangées la veille.
Quand Mal rentre du travail, il reçoit beaucoup de choses de Mickey D. Alors lui et ses subordonnés se demandent comment trier toutes les bêtises que madame leur a données. Ils doivent en mettre une partie en vente pour le festival qui approche à grands pas. Pendant ce temps, Suzuno est assise tranquillement dans sa chambre et se souvient des jours horribles de son temps dans la réforme. Dans un flashback à Anti-Isla, Suzuno observe un groupe de rebelles qui veulent renverser l'église et imposer leurs propres règles. Elle se faufile dans leur salle de réunion et empoisonne leur boisson pendant qu'ils ont leur petite discussion de conspiration, puis saisit l'occasion de frapper et de les éliminer comme une assassine divine. Après l'exécution, Suzuno retourne voir Olba pour se plaindre de l'incompétence de l'église à Inte-Isla. Alors Olba lui conseille de ne pas penser aux aspects difficiles de la vie et de simplement mener à bien sa mission comme prévu. Pendant ce temps, Emilia et son amie Rika terminent leur journée de travail, alors Emilia se change et se dirige directement vers la maison de Mal. Alors qu'elle approche, le tracker de Lucifer émet un signal sur son ordinateur comme un système de surveillance high-tech. Il informe Mao de la visite imminente d'Emilia, alors Mao sort pour la confronter, seulement pour découvrir qu'elle est en fait venue voir Suzuno à la place. Bientôt, tout le monde, y compris Suzuno, est chez Mao, s'afférant à trier toutes les marchandises que Mickey D leur a envoyées d'Hawaï comme un étrange colis de survie. Après environ 1 heure à trier ses affaires, ils prennent tous des rafraîchissements, et à la tombée de la nuit, ils finissent de tout trier et mettent tout en vente. Pendant que les autres discutent, Suzuno reçoit soudain un appel, elle s'excuse et rencontre l'archange Cyril qui la met en garde contre le fait de passer trop de temps avec le seigneur démon. Au même moment, les anciens de l'église d'Ante-Isla organisent une réunion pour parler des événements récents sur Terre et à Ante-Isla, réfléchissant à qui blâmer pour leurs échecs et à qui attribuer leur victoire, comme une séance de gestion de crise d'entreprise. Suzuno dit à Cyril qu'elle est fatiguée d'exécuter des gens et préférerait adopter une approche différente cette fois-ci, mais Cyril lui dit de mener sa mission à bien quand même, car apparemment les ordres divins ne sont pas flexibles. Vous savez, le mal de ventre d'Alciel semble empirer de minute en minute, alors Lucifer décide d'appeler une ambulance pour lui avant que son estomac n'explose. Emilia et Sasaki rentrent chez elle après avoir aidé Mo à installer la voile quand Suzuno les rattrape et les avertit de se méfier du seigneur démon. Elle rappelle à Emilia sa mission de héroïne, lui disant qu'elles doivent l'éliminer avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais Sasaki confronte Suzuno pour penser si mal de Mao, car le Mao qu'elle connaît est gentil, chaleureux et veut juste aider les gens quand il le peut, vraiment. Suzuno continue de trouver des raisons pour lesquelles Mao doit être tué, mais Emilia l'interrompt et dit à Suzuno qu'elles ne toucheront pas à Mao de sitôt, ce qui fait que Suzuno se tait et part sans dire un mot de plus. Emilia et Sasaki s'assoient sur un banc extérieur pour se rafraîchir après la chaleur de la dispute, quand l'archange Cyril, qui se faisait passer pour le gérant effrayant de Kentucky Fried Chicken tout ce temps, révèle sa véritable identité et attaque Emilia pour récupérer l'épée sacrée comme un rebondissement divin. Sasaki appelle Mal à l'aide, mais il ne répond pas car il est occupé au travail. Après le travail, Mal reçoit un appel de la mère de Sasaki demandant où se trouve sa fille, alors Mal soupçonne que quelque chose ne va pas et appelle Lucifer pour localiser Amelia et Sasaki. Lucifer localise Amelia, se déplaçant à grande vitesse vers l'hôtel de ville, alors Mal se précipite dehors et fonce vers le bâtiment comme un héros d'action répondant à une crise. Pendant ce temps, Alciul est admis à l'hôpital et partage une chambre avec Olba qui avait également été admis plus tôt. Alciul se réveille au milieu de la nuit après un traitement douloureux pour sa diarrhée chronique, alors l'infirmière vient le voir et changer sa poche. Alciul décide de sortir un moment pour prendre l'air, mais dans le couloir, il trouve un homme de la police assommé, inconscient. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Olga apparaît derrière lui et lui donne un coup de poing dans l'estomac comme un combat de boss surprise. Pendant ce temps, Mao continue de rouler à vélo vers l'hôtel de ville pour récupérer Sasaki et Emilia de l'archange Cyril, tel un héros à temps partiel en mission de sauvetage. Cyril lie Emilia avec les anneaux sacrés et lui tire dessus avec des lasers violets de ses yeux pour qu'elle puisse invoquer l'épée sacrée. Mais comme Emilia n'a plus beaucoup de magie, l'épée ne sort pas comme un sort d'invocation raté, vous voyez. Mo arrive à l'hôtel de ville mais découvre vite qu'il y a une barrière autour, alors il entend les cris d'Amelia du haut du bâtiment, tandis que les lasers de Serial continuent de la frapper comme une séance de torture. Serial sent la présence de Mo en bas, alors il envoie Suzuno s'occuper de lui. Suzuno hésite un peu mais finit par obéir aux paroles de l'ange. Mo utilise la dernière magie restante pour faire un trou dans la barrière avant d'entrer, alors Suzuno descend et l'attaque. Pour garder ses vêtements de travail propres, Mo se met en sous-vêtements et combat Suzuno. Suzuno l'attaque et découvre qu'il est très impuissant, alors elle arrête de l'attaquer et lui dit à quel point Serial est puissant, surtout quand il est plus proche de la lune. Mo lui dit qu'il ne se soucie pas du pouvoir de Serial et qu'il trouvera un moyen de le vaincre et de sauver les filles. À peu près à ce moment-là, Olga trouve Lucifer et le ramène dans l'équipe pour vaincre Mo comme un programme de recrutement maléfique. Cyril, après avoir réalisé qu'Amelia ne peut pas invoquer l'épée, décide de l'extraire lui-même de son corps, tel un chirurgien tordu. Amelia le prévient de la fureur de Mal quand il découvrira qu'il a touché la fille, mais Cyril sous-estime toujours le pouvoir du seigneur démon et dit qu'il ne peut rien faire dans son état impuissant. Juste à ce moment-là, Mal arrive au sommet du bâtiment en sous-vêtements et menace Céréal tel un héros d'action à moitié nu. Céréal se moque de son état impuissant et lui lance des boules de lumière explosives, alors Mal est projeté comme un jouet car il est à court de pouvoir magique. Au sommet d'un autre bâtiment, Olga prend une gorgée des suppléments vitaminiques d'Ante-Isla et gagne d'énormes quantités de magie, puis utilise cette magie pour rapprocher la lune de la Terre afin que Cyril puisse en tirer assez de puissance comme un piratage d'énergie cosmique. Ce plan fonctionne, le pouvoir de Serial décuple tandis que le phénomène anormal qui en résulte provoque aussi panique et peur dans la ville de Tokyo. Mo et Oscille profitent de cette peur et l'utilisent pour améliorer leur pouvoir magique, comme une ferme d'énergie tordue.
Mao demande à Suzuno de sauver Amelia et Sasaki pendant qu'il combat l'archange renégat, tel un plan de bataille stratégique. Serial confronte Suzuno pour avoir choisi de suivre les ordres de Mao, mais Suzuno le condamne comme un ange perdu et lui révèle la vraie nature de Mao. Serial l'ignore et se concentre sur la destruction de Mao avec ses pouvoirs magiques amplifiés, mais Mao se défend bien et bat Serial. Il termine le combat en invoquant son épée et en renvoyant Serial au ciel comme une déportation divine. Après le combat, Mao découvre qu'il a accidentellement anéanti plus de la moitié de la ville avec son dernier coup d'épée, ce qui est la définition même de l'excès, alors il doit tout réparer avec le peu de pouvoir magique qu'il lui reste. Pendant ce temps, Sasaki se réveille d'un cauchemar à propos de Mal où il lui dit au revoir et retourne à Unta Isla. Elle se prépare, va directement au travail et raconte ses rêves à Mao une fois arrivée, ce qui donne une conversation de travail un peu gênante. Après avoir entendu parler de ses cauchemars prophétiques, Mao lui dit qu'il est actuellement coincé sur Terre car il n'a de toute façon pas assez de magie pour retourner à Ante Isla. Qui c'est qui, le gérant du restaurant, convoque une réunion du personnel pour interroger Mao sur son emploi du temps de la nuit précédente. Alors Mao, Sasaki et Suzuno concoctent un mensonge élaboré sur Mao, les sauvant d'une agression, et réussissent à le vendre au gérant qui l'achète complètement. Un autre employé fait irruption dans leur réunion pour dire au gérant qu'ils ont trouvé quelqu'un évanoui dans leur frigo, alors Kisaki se précipite vers le cofondateur et trouve céréales par terre près du frigo, l'air d'avoir perdu un combat contre un congélateur. Quand cet idiot se réveille, Kisaki est le premier visage qu'il voit, et étant le terrible lèche-botte qu'il est, il commence immédiatement à glorifier sa beauté et reçoit un coup de pied à la tête pour ses ennuis. Ailleurs, Emilia se réveille de son propre mauvais rêve à propos de Mao car apparemment, tout le monde fait des cauchemars liés à Mao maintenant. Après le travail ce jour-là, elle va au vestiaire et prend des suppléments pendant que Rika lui demande si elle va revoir Mao. Emilia précise qu'elle va juste observer le Seigneur Démon et absolument pas le surveiller. Rika voit clair dans son mensonge mais refuse de la dénoncer. Quand Emilia arrive chez lui, elle trouve Susano nourrissant Mao à la cuillère et Sasaki, en le découvrant, devient jalouse et s'emporte contre Mao pour avoir accepté de la nourriture d'une autre fille dans tout ce chaos. Alcil revient de sa sortie et demande à voir Mao en privé, ce qui donne à Mao l'excuse parfaite pour échapper au drame du couloir. Alors il renvoie poliment les filles chez elle pour qu'elles puissent avoir un peu de temps seules. Amelia rentre chez elle, se demandant de quoi il pouvait bien parler, et appelle Emeralda pour demander si Elia son taux de pression de la pluie alors magique autour de la Terre. Elle parle des rêves qu'elles ont fait heureusement, rien de suspect arrive chez Mao et trouve une camionnette déchargeant des cartons de chez lui, ce qui déclenche immédiatement sa paranoïa. Elle va aux toilettes de son lieu de travail et appelle Emirata pour vérifier si quelque chose de suspect pourrait se passer car passer des appels depuis les cabines de toilette, c'est le summum du comportement d'espion. Pendant ce temps, Mao change son quart de travail et prend du temps libre, alors Emilia retrouve Sasaki pour suivre Mao et découvrir ce qu'il pourrait bien comploter, tel un duo de détectives. Elles le suivent pendant une journée entière, seulement pour découvrir que Mao avait pris un travail de jour sur un chantier de construction. Mao les surprend cachés derrière un coin et s'assied avec elles, comme s'il savait qu'elles étaient là depuis le début. Amelia lui demande ce qu'il a fait pendant tout ce temps, alors Mao lui dit qu'Alciel lui a dit qu'ils étaient terriblement fauchés et avaient besoin d'argent rapidement pour payer les dispositifs de suivi que Lucifer avait achetés il y a quelques semaines. Amelia, après avoir entendu qu'ils en avaient mis un dans son sac, est sérieusement agacée et le casse comme une victime de violation de la vie privée. Après le travail sur le chantier, Mao et les filles rentrent chez eux et trouvent d'énormes quantités de fournitures dans leur couloir et l'appellent pour demander s'ils pouvaient tout retourner leur équipement. Mais malheureusement, l'entreprise n'accepte pas les retours car bien sûr que non. Beau et Emilia sont au bâtiment de l'entreprise et étaient besoin qu'elle a travaillé tel un désastre d'achat impulsif du contrat signé par Lucifer, ce qui prouve qu'il n'a pas été arnaqué, donc il n'y avait aucune action légale qu'il pouvait entreprendre pour retourner les marchandises. Mao rentre chez lui cette nuit-là, complètement perdu, tel un guerrier vaincu. Emilia demande l'âge enregistré de Lucifer et trouve un moyen qu'il pourrait utiliser pour récupérer les marchandises. Ils se rendent au service de protection de l'enfance et utilisent une méthode appelée d'économiser 128 000 $ pour faire annuler le contrat et retourner les marchandises avec un bol de cassada, apparemment l'âge de Lucifer qui viennent de réussir le casse du siècle. Il y a des mois, après que Mao, Ashia et Emilia aient quitté Anta Isla, l'église s'est débarrassée de ce qui restait de l'armée démoniaque. Pendant que la purge continue, une femme mystérieuse entre dans le château du roi démon et extrait une petite orbe d'une plante sur le balcon. De retour au présent, Ashia pique une crise, alors Mao lui demande et il répond qu'il en a marre de leur situation de vie. Il ouvre ensuite l'armoire où Lucifer se prélasse nonchalamment pour lui demander son avis. Lucifer pense qu'Ashia fait des siennes parce qu'il déteste que Mao soit passé de la domination des démons à la cuisson de burgers, et qu'il soit passé de général démon à une waifu de première classe. Cependant, Ashia crie sur Lucifer disant que sa mauvaise humeur est à cause de lui, car sa décision de devenir un nid inutile draine leurs finances. Finalement, sa diatribe se tourne vers le thé d'orge restant dans le frigo et pendant qu'il donne à Lucifer une leçon non désirée sur le remplissage de la carafe, Mao se prépare à aller travailler. Alors que Mao ouvre la porte pour quitter l'appartement, il tombe sur Emilia et Ashia s'exclame qu'Emilia écoutait leur conversation. Emilia leur assure qu'elle n'avait pas besoin de faire ça puisque sa voix était forte et pouvait être entendue à des kilomètres à la ronde.
Cela entraîne plus de plaintes pour Mao Wu, mais il s'arrête net quand il sent quelque chose dans un coin de leur appartement. Cependant, il ignore cela et part au travail. Une fois Mao parti, Ashiya dit à Lucifer qu'il va commencer à chercher un emploi à temps partiel car il ne veut pas continuer à vivre au crochet du Seigneur Démon. Lucifer se fiche complètement de ce qu'Ashiya compte faire, mais Ashiya l'informe qu'il doit maintenant prendre ses responsabilités et s'occuper des tâches ménagères. Il promet de lui faire suivre un camp d'entraînement au nettoyage domestique et Lucifer n'est pas du tout enchanté par cette idée. Pendant ce temps, Mawa se rend à son lieu de travail et rencontre Chiyo dehors. Les Ojutsu, les deux échangent donc des plaisanteries, et quand Chiyo l'interroge sur sa nouvelle moto, le Seigneur Démon se transforme en l'un de ses passionnés de mécanique, vous savez. Il lui parle de ses spécifications et dit qu'il l'a nommée Dulahan 2. Chiyo lui demande comment il a pu s'offrir une moto aussi chère, et il révèle que Suzuno l'a achetée, car elle était responsable de la perte de la première, après tout. De retour à l'appartement, Amelia a parlé avec Suzuno qui a révélé avoir acheté une nouvelle moto à Mao. Surprise, Amelia souligne qu'elle est actuellement sans emploi, mais Suzuno lui assure que l'argent n'est pas son problème car elle avait vendu les affaires qu'elle avait prises à l'église qu'elle avait prises à l'église. Juste à ce moment-là, Emilia sent la présence de quelqu'un qui les observe et soupçonne que ce pourrait être un autre assassin du ciel. Quand elle mentionne que Mitsuki pourrait être à nouveau après l'épée, Suzuno n'est pas d'accord et explique que l'ange a d'autres intérêts maintenant. En parlant de Mitsuki, il est maintenant un gros avec une obsession malsaine pour Mayumi. Et après avoir été ignoré par elle ce jour-là, il commande 10 grands repas Big Mac avec une portion de frites et un cola, c'est ça. Après qu'il soit parti avec sa commande, Mayumi sort de l'arrière-boutique et dit qu'elle est reconnaissante que ce lèche-bot éhonté contribue à leur vente. Cependant, elle espérait qu'il arrêterait d'apporter des bouquets et d'essayer de la draguer, vraiment. Juste à ce moment-là, un jeune garçon accompagné de sa grand-mère entre et passe une commande et pour une raison quelconque, cela amène Mao à réfléchir à l'étrange présence qu'il avait sentie plus tôt dans l'appartement. Chiyo remarque que son esprit est ailleurs et l'interroge à ce sujet, mais il lui dit que ce n'est pas le bon endroit pour en parler. De retour à l'appartement, Ashiya instruit Lucifer sur la façon de faire la lessive et explique les avantages d'utiliser une machine à laver semi-automatique. Tandis qu'Ashiya et Lucifer se disputent à propos de la lessive, Suzuno et Emilia entendent leur conversation et commentent à quel point c'est ennuyeux et fastidieux. Poursuivant sa leçon de lessive avec Lucifer, Ashiya démontre comment plier les vêtements. Pendant ce temps, Lucifer perçoit une présence inconnue, croyant que c'est ce qu'il appelle Blatala Germanica. Et il le dit à Ashiya, vous savez. Ashiya rejette cette idée, disant qu'il s'était assuré que leur maison ne pouvait pas être envahie, puis par faire des courses, laissant Lucifer finir la lessive seul. Plus tard ce jour-là, Mayumi donne à Mao et Chiyo la permission de partir plus tôt, alors Chiyo demande à Mao si elle peut visiter son appartement pour livrer des tiges de lin à Suzuno. Il lui dit qu'elle peut passer, cependant, il se sent mal à l'aise à l'idée de sa visite à cause d'une tempête qui se prépare dans le ciel. Pendant ce temps, Lucifer passe l'aspirateur dans l'appartement quand il rencontre l'intrus invisible mais ne parvient pas à prendre le dessus. Peu après, il commence à pleuvoir, à son grand désarroi car il avait étendu la lessive pour la faire sécher. Au moment où il se résout à refaire la lessive, il voit quelque chose dans la pile de vêtements. Par coïncidence, Mao et Chiyo venaient d'arriver, alors ils se sont précipités à l'intérieur pour voir ce qui n'allait pas. À leur surprise, ils trouvent Lucifer aux prises avec un cafard et Chiyo hurle. Emilia et Suzuno se précipitent aussi dehors pour voir ce qui se passe et une agitation s'ensuit quand le cafard atterrit sur le bras de Mao. Finalement, Suzuno se débarrasse du cafard avec son grand marteau et après cela, ils sortent tous pour allumer les tiges. Pendant qu'ils font cela, une porte s'ouvre soudainement et une pomme géante en tombe. Emilia fait remarquer que des choses étranges arrivent toujours quand elle est près de Mao et le roi démon réplique disant que ce n'est pas sa faute. Cela mène à une dispute et quand Mao mentionne, elle se met en colère, vous savez. Alors qu'elle s'apprête à le frapper avec son épée, Mao brandit la pomme pour se défendre, mais étonnamment, des bras en sortent, attrapant la lame d'Emilia en plein coup. La pomme se transforme ensuite en une petite fille qui s'endort après avoir éternué. Ils l'emmènent à l'intérieur de l'appartement de Mao et juste au moment où Amelia et Mao recommencent à se disputer, elle se réveille. Heureusement, elle parle japonais et se présente comme une lasramouse, c'est ça. Elle éternue une fois de plus et un croissant de lune apparaît sur son front, quelque chose que seul Mao remarque. Quand il s'enquiert de ses parents, elle choque tout le monde en affirmant que Mao et Emilia sont son père et sa mère. Voyant leur réaction à ces mots, Alas Ramas se met à pleurer puis serre Emilia dans ses bras, cherchant du réconfort. Cela met l'héroïne mal à l'aise, mais quand les autres la fixent et se plaignent de son comportement, elle cède et console la petite fille. Bientôt, Alas s'endort dans les bras d'Amelia, ce qui pousse le groupe à débattre pourquoi Alas croit que Mo et Amelia sont ses parents. Chiyo dit qu'elle s'est probablement imprégnée d'eux puisqu'ils étaient les premières personnes qu'elle a vues après l'éclosion. Lucifer s'en fiche car il est plus intéressé de savoir comment la petite sait que Mo est Satan.
Mo déduit qu'elle a peut-être entendu quelqu'un le mentionner et Ashiya théorise que cette personne est celle qui l'a envoyé à travers la porte. Il se demande si c'est un autre des plans de Mitsuki, mais Suzuno ne le pense pas. Il spécule que ses parents vivent sur Enta Isla, mais ne sont pas certains s'ils sont amis ou ennemis. Lucifer demande ensuite ce qu'ils feront de la fille jusqu'à ce que celui qui l'a envoyée à travers les portes se manifeste. Cette question mène à une autre séance de remue-ménage. Et finalement, Mao décide qu'Alas Ramos vivra avec lui et ses généraux. Le lendemain, après l'entraînement de tir à l'arc, Chiho passe au dépanneur pour prendre quelques articles avant de se rendre à l'appartement de Mao. En arrivant là-bas, elle est accueillie par Ashiya. Il explique qu'Alas Ramas vient de s'endormir après avoir pleuré toute la nuit, voulant savoir où était sa maman. Chiho montre ensuite à Ashiya les fournitures qu'elle a apportées pour Alas Ramis, ce qui le rend ému et il la remercie de les aider. L'instant d'après, on frappe à la porte et Suzuno entre avec un bento et des boissons qu'Ashiya avait demandées. Il lui fait clairement savoir qu'il ne la remerciera pas pour sa bonne action, et alors qu'il sort son portefeuille pour la payer, Lucifer surgit soudain du placard, demandant si c'est l'heure de manger. Ashiya lui ferme rapidement la porte au nez, disant qu'un parasite comme lui ne méritait aucune nourriture, juste au moment où Suzuno commence à parler de la façon dont les pleurs d'Alas Ramos l'avaient tenu éveillé la nuit précédente. La fille se réveille et commence à demander Mao. Quand elle ne le voit pas dans la pièce, elle se met à pleurer, inquiétant les adultes. Pendant ce temps, Emilia était au travail et comme elle semblait tendue, Rika lui a demandé s'il y avait un problème. Amelia fait de son mieux pour expliquer la situation, mais finit par donner l'impression que Shea et Mao ont un enfant ensemble, ce qui surprend Rika. De retour à l'appartement, Chiho change la couche d'Alas, ce qui impressionne Ashiya car ni le novice ignorant ni son maître n'avaient pensé à la vérifier pendant la nuit. Après qu'il l'ait remercié de son aide, Chiho explique qu'elle a de l'expérience en babysitting car elle garde l'enfant de sa cousine. Elle tourne ensuite son attention vers Alas Ramos et se présente à la petite fille qui a du mal à prononcer son nom. Finalement, elle y arrive, mais Suzuno lui dit d'appeler Chiho sa grande sœur puisque Chiho est plus âgée et Alas le fait, bien sûr. La petite fille est tellement excitée par cela, alors Chiho lui dit de faire de même pour Suzuno, et quand elle le fait, Suzuno est troublée par sa mignonnerie. Plus tard, cet après-midi-là, Emilia explique finalement sa relation avec Alas à Rika, notant qu'Alas la voit d'une certaine manière comme une mère. Rika trouve cela étrange mais n'y voit pas de problème et conseille à Emilia de ne pas s'impliquer si elle ne compte pas rester près de la petite fille. Amelia explique qu'elle veut juste que le séjour de la petite fille soit agréable, c'est tout. En entendant cela, Rika offre à Amelia des billets pour un parc d'attractions partenaire de leur entreprise, suggérant qu'elles y aillent toutes ensemble pour une belle journée. Pendant ce temps, Suzuno et Chiho débarquent au travail de Mao avec Alas, et le seigneur démon manque de fer dans son pantalon. Il demande pourquoi elles l'ont amené, et Chiho explique que la petite a pleuré son papa toute la journée, elles n'ont donc eu d'autre choix que de la lui amener. Alas l'appelle avec enthousiasme, ce qui fait croire aux autres employés que l'enfant est la sienne et celle de Chiho. C'est alors que Mayumi surgit de nulle part et demande à parler à Mao et Chiho dans la salle de pause. Quand elle prend Alas dans ses bras, Mitsuki apparaît et la voit. Immédiatement, cet idiot borné suppose que l'enfant est la sienne, mais il n'essaie pas de lui expliquer et le laisse avec Suzuno. Dans l'arrière-salle, Mayumi écoute les explications de Mao et Chiho, puis leur fait la morale sur la façon dont leur relation avec Alas pourrait être mal interprétée par la société. Cependant, elle les conseille aussi sur la marche à suivre et permet à Mao de partir plus tôt pour s'occuper d'Alas. Après son départ, Mao parle à Chiho et la supplie de continuer à l'aider à s'occuper d'Alas encore un peu de temps. Il lui dit qu'elle est la seule humaine à qui il peut confier cette tâche et s'excuse d'avoir tenté de l'exploiter bien qu'il n'ait toujours pas répondu à sa confession. En entendant ces mots, Chiho pleure de joie, ce qui surprend Mao, et elle jure de continuer à l'aider avec Alas. C'est alors que Mayumi revient et leur offre des billets pour le même parc d'attractions que Rika avait suggéré pour Amelia et Alas. Plus tard, à l'appartement de Mayumi, le groupe discute de qui accompagnera Alas au parc d'attractions. Après de nombreux allers-retours sur la question, il fut décidé que Mao et Emilia iraient avec elle. Plus tard, Emilia se lamente de cette décision dans son appartement, mais elle est interrompue par l'appel d'Emerada. Bien qu'un peu troublée, elle garde son calme et après avoir assuré à Emerada que tout allait bien de son côté, elle lui parle d'Alas. Emerada dit ne rien savoir de la petite mais promet de se renseigner avant de raccrocher. Dans l'appartement de Mao, Ashiya exprime son mécontentement concernant la sortie de Mao au parc avec Emilia. Mao l'assure qu'Emilia n'est pas assez folle pour l'attaquer en public, mais Ashiya souligne que quelqu'un pourrait venir chercher Alas. Alors qu'il continue d'essayer de persuader Mao de reconsidérer cette sortie, Suzuno suggère qu'ils les suivent tous les deux ce jour-là. Quelques jours plus tard, Mao emmène Alas rencontrer Emilia pour qu'ils puissent aller au parc d'attractions. Ashiya les suit de près,
Mais son déguisement le fait remarquer et quand Chiyo le voit, elle l'interpelle à ce sujet. Il lui demande pourquoi elle était là et elle explique que Suzuno l'a mise au courant de la situation, alors elle est venue l'aider. Pendant qu'ils discutent, Rika apparaît et quand il lui demande pourquoi elle est là, elle explique qu'elle n'a pas pu résister à l'envie d'observer comment se déroulerait le rendez-vous d'Emilia et Mahou. Pendant ce temps, près d'un arbre desséché à Ente Isla, un homme en robe accompagné de soldats franchit la porte vers la terre et Lucifer le sent. Au parc d'attractions, Emilia et Mahou visitent un magasin pour acheter un chapeau à Alas et là, Emilia demande à Mahou combien de temps il compte s'occuper d'Alas. Il répond qu'il continuera à s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle grandisse ou que ses parents biologiques arrivent. Cela amène Emilia à se demander s'il retournerait à Ente Isla pour aider son armée de démons. À sa grande surprise, Mahou admet avoir abandonné cette idée depuis longtemps et dit qu'il est sûr que son armée a été anéantie il y a bien longtemps. Après qu'ils aient quitté le magasin, Ashiya, qui les observait toujours avec Rika et Chiyo, s'est précipité pour vérifier le prix du chapeau acheté par Mahou. Il a failli avoir une crise cardiaque. Ignorant leur situation financière précaire, Rika lui demande pourquoi il a l'air d'avoir vu un fantôme et Ashiya répond qu'il va bien. Plus tard, alors que Mahou, Alas et Emilia se promènent, Emilia est perdue dans ses pensées, mais ses réflexions sont vite interrompues par Mahou. Ils vont ensuite acheter les billets et quand le spectacle commence, Alas et Mahou sont excités. Cependant, quand quelqu'un est poussé de la scène, Alas commence à se sentir triste. Elle parle de son ami, poussé de quelque part, et soudain, la marque en croissant réapparaît sur son front. Mahou la couvre rapidement avec son chapeau et ils décident de l'emmener dehors pour comprendre le problème. Dehors, ils installent Alas sur un banc et Emilia remarque qu'elle n'a pas de fièvre mais pense qu'elle devrait quand même boire une boisson fraîche, juste au cas où. Pendant que Mahou va en chercher une femme vêtue de blanc s'approche d'Emilia et lui demande si tout va bien. Emilia explique qu'Alas ne se sent pas bien, alors la femme lève la main et utilise sa bague pour aider Alas, ce qui rend Emilia méfiante. Voyant cela, la femme assure à Emilia qu'elle n'est pas leur ennemie. Cependant, quand elle appelle Alas par son nom et dit qu'elle est contente qu'elle ait bien grandi, Emilia devient plus sur la défensive. La femme la prévient ensuite d'être prudente, disant que les vrais ennemis ont déjà réalisé qu'Alas possède l'un des éclats de Yesod. Elle avertit aussi que Gabriel et son régiment céleste sont en mouvement. Mais avant qu'Emilia ne puisse la questionner, Mahou l'appelle. Au moment où elle reporte son attention sur la femme, elle voit qu'elle est partie. Alors quand Mahou arrive avec la bouteille d'eau, il reçoit un coup de poing inattendu au visage de la part d'une Emilia en colère. Après l'avoir réprimandée pour l'avoir laissé perdre de vue la femme, il se dirige vers la grande roue. Ashiya et les filles apparaissent bientôt et continuent de les suivre après les avoir perdus de vue, car Ashiya avait dû faire un rapide arrêt aux toilettes. Avant de monter dans l'attraction, le groupe de Mahou se fait prendre en photo, ce qu'Emilia désapprouve. Pendant qu'ils embarquent, le groupe de Rika arrive, mais Chiyo est séparée d'eux, car elle va aider une dame âgée et son petit-fils à acheter des billets. Dans l'attraction, Emilia s'interroge sur la marque sur le front d'Alas, car elle a remarqué que Mahou l'avait reconnu. De leur cabine, Ashiya se lamente de ne pas pouvoir entendre ce qu'Emilia et Mahou discutent, mais son attention est vite attirée par Rika, car il remarque qu'elle semble distraite. Quand il demande quel est le problème, elle prétend être contrariée d'avoir laissé Chiyo derrière, mais en réalité, elle panique secrètement d'être seule avec lui, car elle a soudainement réalisé qu'elle le trouvait attirant. De retour dans la cabine de Mahou, Emilia insiste pour qu'il réponde à ses questions, alors il se remémore le passé. Selon lui, avant qu'il ne devienne le roi démon et n'unisse le royaume des démons, c'était un endroit violent où les démons s'engageaient quotidiennement dans des combats mortels. Un jour, l'un de ces démons à la tête dure a attaqué son clan et les a tous anéantis en un clin d'œil. Mahou était le seul survivant et alors qu'il fixait les corps sans vie de ses parents, un ange est apparu. Il a faiblement tenté de l'attaquer et s'est fait battre, mais étonnamment, elle l'a laissé vivre et a même pris soin de lui. Pendant que ses blessures guérissaient, elle lui a parlé et lui a enseigné tant de choses. Mahou a trouvé étrange qu'un ange sauve un démon, alors il a questionné ses motivations et elle a dit que c'était parce qu'il était le premier démon qu'elle ait jamais vu pleurer. Le jour où elle a disparu, elle lui a parlé du royaume humain et lui a donné un cristal en forme de lune qu'elle lui a demandé de planter et de cultiver pour en apprendre davantage sur le monde. Après son récit, Mahou demande à Emilia comment Alas est revenue à la normale et elle explique sa rencontre avec la femme. Elle raconte comment la dame a guéri Alas et mentionne aussi ce qu'elle a dit à propos de Gabriel venant chercher l'éclat de Yesod. Cette révélation pousse Mahou à donner un coup de karaté sur la tête d'Emilia, ce qui la déroute et la surprend. Il demande ensuite à Alas de nommer les couleurs de ses ballons et Alas le fait, mais les appelle par des noms qu'Emilia ne reconnaît pas. Mahou explique que les noms qu'Alas a prononcés sont ceux des orbes, formant le monde qui pousse sur l'arbre de vie. Il dit aussi qu'Alas pourrait être une incarnation de Yesod, l'un des orbes.
Après être descendu de la grande roue, Emilia achète la photo pour Alas, et juste au moment où ils s'apprêtent à partir, ils reçoivent des appels d'urgence de Lucifer et Suzuno. Quand ils arrivent chez Mahou, ils trouvent Lucifer et Suzuno retenus par Gabriel et ses hommes. Gabriel leur dit qu'il essaie là pour prendre Alas et l'épée d'Emilia, mais Alas dit qu'elle ne veut pas partir avec lui. Elle traite Gabriel de méchant homme et l'accuse d'avoir emmené ses amis. Et Emilia dit qu'elle ne lui donnera pas son épée. Gabriel essaie de convaincre Mahou de lui donner Alas, mais Mahou refuse. Malgré cela, Mahou refuse toujours de céder aux exigences de Gabriel, alors l'ange essaie de le soumettre en utilisant ses pouvoirs sur lui. Avant qu'il ne puisse y parvenir, Chiyo apparaît soudainement et se tient entre eux, surprenant tout le monde. Gabriel essaie de lui dire qu'elle n'a pas d'armure scénaristique, mais elle est déterminée à prouver qu'elle n'est pas un PNJ moyen et tient bon. Elle le supplie ensuite en larmes de ne pas emmener Alas après avoir fait un discours sur à quel point Mahou et ses amis étaient géniaux. Ému par ses actions, Gabriel accepte d'attendre le lendemain et part avec ses soldats. Ensuite, quand Ashiya rentre chez lui, il trouve Mahou et les autres en pleine discussion et apprend ce qui s'est passé. Mahou répète qu'il ne donnera pas Alas à Gabriel et dit qu'il est prêt à le combattre quand il se présentera le lendemain. Il choque ensuite tout le monde en demandant à Emilia de passer la nuit. Une fois le choc passé, Mahou ordonne à Ashiya de raccompagner Chiho chez elle et après le départ du duo, Emilia interroge Mahou sur la raison de sa demande de passer la nuit. Mahou révèle qu'elle est son assurance contre Gabriel, car elle l'aidera à combattre l'ange pour protéger Alas. Emilia demande ensuite pourquoi ils doivent partager la même chambre, et il dit que c'est parce qu'il veut qu'Alas passe au moins une nuit avec elle. Cela fait rappeler à Emilia la conversation qu'ils ont eue plus tôt avec les autres à propos de l'arbre de vie. Selon Suzuno, l'arbre de vie est un arbre au ciel qui crée continuellement le monde. Les 10 fruits de l'arbre sont appelés les séphirotes, et chacun a un composant qu'il gouverne. La 9e séphirote, Yesod, gouverne le monde non physique et son gardien est Gabriel. D'après ce que Gabriel leur a dit, les composants que Yesod gouverne sont en danger, il doit donc être ramené à l'arbre pour maintenir l'équilibre universel. Cependant, Suzuno pense que tout ce que Gabriel a dit est un tas de bêtises, car il n'y a aucune preuve physique que l'arbre de vie soutient le monde. Actuellement, Emilia demande à Mahou s'il a vraiment l'intention de se battre avec Gabriel et il répond qu'il est prêt à risquer sa vie pour sa fille. Emilia dit que c'est la chose la plus embarrassante qu'elle l'ait entendu dire, mais Mahou s'en fiche et continue de parler. Quand il a fini, il suggère qu'ils aillent se coucher, ce qui excite Alas et effraie Emilia. Dans l'appartement de Suzuno, où Ashiya et Lucifer passent la nuit, elle demande à Ashiya pourquoi Mahou a décidé de mener son armée démoniaque pour conquérir Ante Isla. Pour l'aider à mieux comprendre, il parle de son réfrigérateur, disant qu'il lui permet de stocker de la nourriture qu'elle peut manger à tout moment. Il compare ensuite cela aux démons et dit qu'il cherchait aussi une vie commode et facile. C'est pourquoi ils ont envahi Ant Isla. De retour dans la chambre de Mahou, il éteint la lumière et alors qu'il s'allonge, Alas les tire lui et Emilia plus près d'elle. Emilia n'aime pas ça, mais Mahou lui dit de faire un effort pour Alas, car il ne veut pas non plus qu'elle inhale son odeur putride. Alors qu'ils sont allongés, Alas demande une histoire pour dormir. Alors Mahou lui raconte son passé. Le lendemain matin, quand Emilia se réveille, elle est choquée de trouver Gabriel dans la pièce avec eux. Immédiatement, elle tire instinctivement son épée et la pointe vers son cou, mais il essaie de la raisonner, insistant sur le fait qu'il veut seulement parler. L'instant d'après, Mahou se réveille, et quand il voit la scène devant lui, il attrape rapidement Alas et la serre contre son corps. Il questionne la présence de Gabriel dans son appartement sitôt le matin, et l'ange lui rappelle leur accord. Gabriel propose alors un compromis, déclarant qu'il est d'accord pour prendre l'une des deux choses qu'il veut d'eux. Il révèle aussi que des morceaux des éclats de Yesod se trouvent à l'intérieur de l'épée d'Emilia et d'Alas, ce qui les surprend. C'est alors qu'Ashiya et Suzuno commencent à frapper à la porte de l'extérieur, exigeant d'être laissés entrer, car Gabriel a scellé la porte en utilisant ses pouvoirs. En désespoir de cause, Mahou se prosterne aux pieds de Gabriel, offrant sa tête à la place de l'épée d'Emilia et d'Alas. Gabriel demande à Mahou pourquoi il tient tant à une enfant qui n'est pas la sienne, et Mahou répond qu'Alas est le symbole d'espoir qu'il a gagné après avoir reçu une seconde chance dans la vie. Il supplie Gabriel de ne pas lui enlever cet espoir, mais Gabriel refuse, et quand il essaie de dire quelque chose, Mahou le coupe. Il révèle ensuite qu'il connaît la légende du Kung Fu Panda, de l'ancien roi Satan. Cela met Gabriel en colère pour une raison quelconque, et il commence à étrangler Mahou avec ses pouvoirs avant de dire qu'il va l'isekaiser. À ce moment-là, une Alas en colère se tient entre eux et déclare qu'elle déteste Gabriel. Elle dit qu'un de ses amis lui a dit qu'il était un menteur et qu'il les avait séparés et tous enfermés.
Pendant qu'elle parlait, sa marque brillait et elle lui a dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais d'avoir intimidé ses parents. L'instant d'après, elle est passée en mode Super Saiyan, le projetant hors de l'appartement à travers le mur. Alors Emilia les a poursuivis. Mahou a été libéré de l'emprise de Gabriel et la barrière qu'il avait placée sur la porte est tombée. Quand Emilia les rattrape, elle engage Gabriel au combat, mais il utilise son épée pour briser la sienne. Pendant ce temps, à l'appartement, Mahou demande à Suzuno de l'emmener là où le combat se déroulait, mais les hommes de Gabriel arrivent et essaient de les arrêter. Heureusement, Lucifer arrive et les contrainte à s'écarter, permettant à Mahou et Suzuno de partir. Quand ils arrivent, Suzuno projette Mahou sur Gabriel. Et alors que le Seigneur Démon s'accroche à lui, il exhorte Emilia à les abattre tous les deux. Emilia refuse car elle ne veut pas qu'Alas assiste à sa mort. C'est alors que Gabriel repousse Mahou et le Seigneur Démon se prépare à un rendez-vous haut en couleur avec Florkun. Cependant, Alas le sauve en utilisant sa magie. Elle promet à Mahou qu'elle sera avec lui et Emilia pour toujours, puis s'envole, laissant Mahou confus. Quand Gabriel voit qu'il a échoué à Isekaiser Mahou, il essaie de l'attaquer à nouveau, mais Emilia apparaît dans son armure et l'affronte. Ils se battent jusqu'à ce qu'elle brise l'épée de Gabriel en deux et il décide de battre en retraite mais promet de revenir pour les éclats. Emilia demande pourquoi il est désespéré de les récupérer maintenant, après tant d'années, et il lui dit de réfléchir à elle-même et à ce que signifie se battre contre lui. Il lui dit aussi autre chose qui la laisse complètement stupéfaite avant qu'il ne parte. Emilia descend alors pour retrouver les autres et quand Mahou demande où est Alas, elle lui jette un regard triste. Ce soir-là, Emilia rencontre Chio dans un café pour discuter de l'incident du matin. Pendant qu'elle parle, Alas surgit soudainement de nulle part et c'est là qu'Emilia révèle qu'Alas avait fusionné avec son épée brisée. Chio pense que c'est une bonne chose puisque Mahou croit qu'Alas est parti. Cependant, Emilia se lamente que ce ne soit pas le cas car elle ne peut supporter l'idée de tuer Mahou avec Alas. Plus tard ce soir-là, elle rend visite à Mahou et le trouve assis dehors après avoir allumé un feu en souvenir d'Alas qu'il croyait perdu à jamais. Ayant pitié de lui, Emilia fait sortir Alas, rendant Mahou fou de joie et il l'emmène à l'intérieur pour dîner. Cette nuit-là, Gabriel rencontre Mitsuki et ils discutent de son échec à récupérer l'épée et Alas. Gabriel se plaint aussi de ne pas savoir où se trouve la troisième pièce, mais Mitsuki dit qu'elle est avec Layla, la personne qui a initialement volé Yesod et qui se trouve être aussi la mère d'Emilia. Des semaines plus tard, Mahou est assis seul dans la salle de pause sombre de son lieu de travail, riant comme un maniaque jusqu'à ce que Chio entre et allume la lumière, le surprenant. Il s'avère qu'il admirait secrètement des photos d'Alas et ne voulait pas que quiconque le voie être un papa gaga. Ignorant son comportement étrange, Shiso l'informe de la réunion qu'ils avaient. Pendant la réunion, Mayumi rappelle au personnel la fermeture du restaurant pour rénovation. Mahou est choqué d'entendre cela car le jour où cela a été annoncé pour la première fois, il était tout déprimé d'avoir perdu Alas, donc il ne faisait pas attention. Ce soir-là, quand Mahou rentre chez lui avec Chio, il rencontre Suzuno et Emilia en train de sortir des affaires de l'appartement de Suzuno. Mahou demande à Suzuno si elle déménage et elle lui tend un avis de la propriétaire. Après l'avoir lu, il apprend qu'ils doivent quitter temporairement les lieux jusqu'à ce que l'immeuble soit réparé. Mahou est choqué par cette nouvelle et se précipite dans son appartement pour parler à Ashia et Lucifer, mais les trouve allongés sur le sol. Il semblait qu'ils étaient tous les deux encore sous le choc après avoir appris la nouvelle, et Mahou a aggravé les choses en les informant de son chômage temporaire. Finalement, après qu'ils aient cessé d'être trop dramatiques, Ashia montre à Mahou le colis que la propriétaire leur avait envoyé 2 semaines auparavant. Emilia l'ouvre et découvre une cassette vidéo à l'intérieur et comme aucun d'eux ne possédait de magnétoscope, Chio a suggéré d'aller chez elle pour regarder la cassette. Chez Chio, il rencontre sa mère et après avoir échangé des amabilités, ils vont au salon pour regarder la vidéo laissée par la propriétaire. Dans la vidéo, elle s'excuse pour les désagréments que les réparations causeront et leur parle de sa nièce Ashiba. Elle dit que la jeune femme gère une cabane de plage et a besoin d'aide supplémentaire, alors elle suggère qu'ils aillent travailler pour elle en échange du gîte et du couvert pendant que les réparations sont en cours. Un numéro de téléphone est fourni, alors Mahou contacte la jeune femme et ils se mettent d'accord sur la date de début et un salaire alléchant. Après avoir raccroché, Mahou dit à Emilia, Chio et sa mère ce qui a été convenu et Chio exprime ses inquiétudes quant au fait de faire travailler Lucifer puisqu'il est l'incarnation même de la paresse. Plus tard, quand Mahou et Emilia retournent à l'immeuble, ils informent les autres de l'arrangement. Comme prévu, Lucifer se plaint, mais après que Suzuno et Emilia l'aient réprimandé pour être un bon à rien parasite, il accepte de les accompagner. De retour chez Chio, sa mère lui fait savoir qu'elle est au courant de son béguin pour Mahou, ce qui la choque. Étonnamment, elle n'est pas contre et dit à Chio qu'elle n'essaiera pas d'arrêter son béguin tant qu'elle ne s'engagera pas dans des activités extrascolaires avec Mahou.
Cette nuit-là, Suzuno demande à Emilia s'ils iraient aussi à Chiba pour surveiller Mahou et les autres. Emilia répond qu'ils n'auront peut-être pas besoin de le faire, car elle ne pense pas qu'ils feront de bêtises. Elle dit aussi qu'ils doivent être là pour protéger Chiho au cas où Gabriel déciderait de revenir. Cependant, si la mère de Chiho permettait à Chiho de voyager, les trois partiraient en voyage ensemble. Le lendemain, Mahou passe au restaurant et informe Mayumi de son nouveau travail à Chiba. Mayumi est contente qu'il ait trouvé un autre emploi, mais demande s'il reviendra, puisqu'elle le considère comme son bras droit et il l'assure qu'il le fera. C'est alors que Chiho entre, alors Mahou propose de l'accompagner après qu'elle ait récupéré ses affaires. En sortant, il tombe sur Mitsuki qui confronte Mahou à propos de la fermeture du restaurant. Il a dit qu'il avait refusé l'offre de Gabriel de faire équipe, alors il s'attendait à ce que Mahou l'ait informé de la fermeture de leur restaurant. Comme Mahou le fixait comme s'il était un idiot, Mitsuki a détourné son attention vers Chiho et a essayé d'utiliser son charisme inexistant sur elle. Chiho le rejette et l'interroge sur ses discussions concernant l'offre de Gabriel. Mitsuki révèle que Gabriel l'a approché pour l'aider à récupérer l'épée d'Emilia, et Alas, il explique qu'il a été envoyé pour récupérer l'épée d'Emilia sans connaître tous les détails concernant les éclats de Yesod. Il expliquait encore quand Mayumi est arrivé et les a vus. Après avoir évalué la situation et conclu que Mitsuki harcelait son personnel, elle interdit à Mitsuki l'accès au restaurant jusqu'à nouvel ordre. Tandis que Mao et Chiho poursuivent leur route, Chiho s'inquiète pour Amelia car Mitsuki a bien dit qu'il savait où se trouvait son épée. Mao rétorque que ça ne le regarde pas, mais elle lui rappelle qu'Alas fait malheureusement partie intégrante de cette épée. Leur discussion se poursuit et Chiho exprime son sentiment d'être dépassé par les récents événements, attendant toujours une réponse de Mao concernant leur relation. La conversation est brusquement interrompue lorsqu'il tombe sur Ashia qui rentrait justement après avoir acheté une valise et diverses fournitures de plage. Alors qu'ils discutent, Chiho demande si Amelia et Suzuno iront également à Chiba et ils lui répondent qu'ils ignorent leur projet. Se remémorant les paroles de sa mère, Chiho prend sa décision et appelle la femme pour lui demander la permission d'accompagner Amelia et Suzuno à Chiba. Le jour du départ, le groupe prend le train pour sa destination et une fois arrivé à la gare, Mao contacte la nièce de la propriétaire. Chiho achète des crackers de riz pour elle et Alas, et comme elle est avec Emilia et Suzuno, elle exprime son inquiétude quant au plan de Gabriel de s'emparer de l'épée d'Emilia. Emilia l'assure que tout ira bien, puis lui offre une étreinte réconfortante. Dehors, devant la gare, la nièce de la propriétaire salue le groupe et se présente comme Aman. Elle les conduit ensuite à sa cabane de plage où elle leur montre leur logement. L'endroit est sale, poussiéreux et rempli de toiles d'araignée, mais après avoir bien analysé la situation, Mahou négocie avec Amane, déclarant que s'ils parviennent à remplir la cabane dès son ouverture le lendemain, elle leur offrira un bonus. Une fois qu'Aman accepte, Mahou charge Ashia et Lucifer de l'aider à nettoyer les lieux, mais les filles insistent pour participer. Il assigne donc des tâches à Emilia et Chiho, tandis que Suzuno est laissé pour garder Alas. Alors que le travail bat son plein, Alas vient montrer à Mahou le magnifique château de sable élaboré que Suzuno a construit. Impressionné, Mahou lui demande d'en bâtir un autre juste à côté de la cabane et elle accepte avec plaisir. En soirée, le nettoyage est terminé, alors il profite d'un moment de détente. Alas remarque une lumière sur l'eau et quand elle attire l'attention de tous, Amane leur raconte la légende locale de Moranyasa. On raconte que les fantômes des noyés apparaissent sur les bateaux de pêche et tentent de couler de nouveaux navires pour se faire de nouveaux amis. Pendant qu'elle parle, la corne de brume du phare retentit, effrayant Alas qui se met à pleurer alors que le brouillard commence à s'installer. Aman propose alors d'emmener les filles à leur auberge car Alas refuse catégoriquement d'arrêter de pleurer. Elle laisse Mao et les autres s'occuper du nettoyage de la plage et tandis qu'Ashia s'y attelle, il aperçoit ce qui semble être un géant marchant vers le rivage. Plus tard, dans leur chambre, Lucifer tend son téléphone à Mao pour qu'il lise le message de Chiho. Elle l'informe qu'elles sont bien arrivées à leur auberge et ajoute qu'Aman est parti quelque part dans le brouillard. Lucifer suppose qu'elle est rentrée chez elle, mais Ashia est inquiet et se demande comment elle peut se déplacer dans cette brume si épaisse. Il réalise soudain qu'il ne savait finalement pas grand-chose sur Aman, et alors qu'il est sur le point de le mentionner, la corne de brume du phare retentit à nouveau, surprenant le trio. Ashia est le premier à s'en remettre et il attire leur attention sur la silhouette qui approche de leur cabane. Le brouillard est si épais qu'ils spéculent sur l'identité de cette silhouette, se demandant si c'est l'un des esprits dont Aman a parlé. Il s'est avéré que c'était un cyclope qui s'est évanoui après avoir maudit la vision si limitée de ce monde. Le groupe de Mao fut surpris par cela et rencontra bientôt un centaure qui les prit pour des humains et demanda s'ils étaient également hostiles. Ashia parla par erreur en japonais au début, mais Mao le corrigea en parlant dans leur langue maternelle et se présenta au centaure. Cependant, le centaure dégaina son épée, mais avant qu'il ne puisse attaquer, une tornade géante l'emporta, ainsi que le cyclope.
À ce moment précis, un grand oiseau noir humanoïde tomba du ciel et Mao reconnut immédiatement la silhouette, c'était Kameo. Alors qu'une autre tornade commençait à se former, Lucifer déploya ses ailes pour chasser le brouillard et créer un chemin menant à la cabane. Ils se précipitèrent donc pour s'abriter. De retour dans leur cabane, les tornades ne purent pénétrer ses murs, et une fois de plus, les cornes du phare retentirent alors que le brouillard commençait à se dissiper. C'est alors que le groupe de Mao se présenta à nouveau à Kameo, qui reconnut leurs véritables identités et exprima sa gratitude de les savoir en sécurité. Kameo informa ensuite Mao qu'Ante Isla était une fois de plus plongé dans le chaos. Cependant, avant qu'il ne puisse poursuivre son explication, une lumière vive l'enveloppa et il se transforma en un petit oiseau. Le lendemain matin, Aman contacta le groupe et les encouragea à profiter pleinement des magnifiques eaux de la plage. Pourtant, Mao était préoccupé par la situation à Ant Isla et se demandait pourquoi Kameo, blessé, était ici au lieu de guider ses forces dans le royaume des démons. Plus tard, Mao alla voir Kameo qui s'était réfugié dans une simple boîte en carton. Kameo l'assura qu'il allait bien et n'avait pas complètement perdu son énergie magique. Soulagé, Mao partit aider à la cabane de plage où son groupe accomplissait diligemment ses tâches. Cependant, leurs efforts ne suffisèrent pas à tout gérer, alors Amelia, Chiyo et Suzuno arrivèrent pour leur prêter main forte. Au milieu de tout cela, Mao tira Amelia à part pour l'interroger. Elle répondit qu'Alas était fatiguée après avoir nagé, ce qui fit croire à Mao qu'elle avait repris sa forme d'épée. Pendant qu'il effectuait une tâche à l'extérieur de la cabane, Ashia demanda à Mao si l'incident de la veille avait été causé par un ange. Mao mentionna que le cyclope affirmait qu'un humain en était responsable et soupçonnait qu'Olba pourrait bien être derrière tout ça. Ensuite, Mao se détend à une table, reconnaissant pour cette journée réussie, tandis que Chiyo lui sert un cola, ce pourquoi il la remercie chaleureusement. Amane fait alors remarquer que Chiyo n'était pas la seule à avoir aidé ce jour-là, attirant l'attention sur Suzuno et Emilia. Bien que Mao offre un merci plutôt tiède, Ashia insiste pour qu'il les complimente comme il se doit pour leur aide récente. L'enthousiasme d'Ashia le conduit à se blesser et peu après, Lucifer demande à Emilia, qui nettoie la machine à glace pilée, ce qu'elle pense d'Olga après sa trahison. Cela perplexe Amelia. Alors Lucifer explique qu'il a initialement accepté l'offre d'Olga parce qu'Olga avait promis d'épargner sa vie et de parler favorablement de lui au ciel. Sa décision a été influencée par la défaite de l'armée des démons à Ante Isla, le laissant sans aucun endroit où aller. Lucifer soupçonne également qu'Olga l'utilisait comme monnaie d'échange pour s'élever au statut d'ange, espérant utiliser Emilia comme atout majeur. Ce soupçon découle de la conviction de Lucifer qu'Olga savait que l'épée et l'armure d'Emilia contenaient des éclats de Yesod. Avant que leur conversation ne se termine, Lucifer partage avec Emilia l'incident qui s'est produit la nuit précédente. Plus tard à la cabane, Mao présente Kameo à Chiyo, Emilia et Alas, qui prend instantanément Kameo en affection. Elle commence à le poursuivre dans la pièce, tandis que Mao raconte aux filles que Kameo était le démon le plus intelligent qu'il connaissait, se vantant qu'il était le cerveau de l'armée démoniaque. L'instant d'après, Alas trébuche en essayant d'attraper Kameo, Emilia ramasse l'oiseau et menace de le cuisiner. Chiyo, pour calmer, explique que ce n'était pas la faute de Kameo. Elle dit ensuite à Alas de s'excuser auprès de Kameo de l'avoir poursuivi, ce qu'elle fait. Alors que Mao raconte ce qui s'est passé la nuit précédente avec les démons, Kameo attire son attention. Comprenant sa confusion, Mao explique que Chiyo connaît la vérité à leur sujet, alors Kameo la remercie d'avoir aidé son roi. Quand Mao présente Emilia et Alas à Kameo, l'homme-oiseau est perplexe que Mao se soit associé à l'héroïne et à son épée. Mao lui dit d'essayer de comprendre sa situation et lui rappelle qu'Ashia était autrefois leur ennemi. Kameo trouve cela quelque peu logique. Cependant, il reste méfiant car la logique ne s'aligne pas toujours avec les émotions. Une fois cela réglé, Mao s'enquiert de la courte épée que Kameo a apportée d'Ante Isla. Juste au moment où Kameo est sur le point de répondre, Amane frappe à la porte, demandant à entrer, alors Mao remet Kameo dans sa boîte. Quand Amane entre, elle dit à Mao qu'il est temps de nettoyer et leur demande de l'assister. Mao accepte d'aider, mais avant qu'il ne puisse partir, un Kameo effrayé révèle qu'Aman était celle qui l'avait vaincu, ainsi que les démons qui l'avaient accompagné. Plus tard, après que le groupe ait nettoyé la cabane, Amelia envoie un message à Mao lui demandant de venir au phare avec les garçons, sans qu'Aman le sache. Les garçons honorent l'invitation d'Amelia cette nuit-là, et quand elle arrive, Kameo leur raconte ce qui l'a amené sur Terre. Il raconte comment un humain a visité la capitale démoniaque et a dit aux démons que quiconque récupérerait l'épée sacrée obtiendrait la suprématie sur le royaume des démons, le ciel et Ant Isla. Il s'est avéré qu'après l'arrivée de Mao sur Terre, le royaume des démons s'est divisé en deux groupes, les extrémistes et les pacifistes. Les deux camps étaient en désaccord et Kameo faisait de son mieux pour maintenir la paix, mais une fois que l'humain est venu, cette paix fut détruite.
Le pire, c'est qu'il a dit aux démons qu'il y avait 2 épées sacrées, dont l'une appartenait à Emilia. Comme l'humain, qui s'est révélé être ce traître chauve d'Olga, savait où se trouvait Emilia, les extrémistes ont quitté le royaume des démons avec lui. Alors que leur discussion se poursuit, Kameo révèle qu'Olga leur avait fourni un indice qui les avait menés là quand ils l'avaient utilisé. Amelia révèle alors qu'une unité d'extrémistes est en route pour tenter de récupérer l'épée, ce qui fait paniquer Mao. Amelia dit qu'elle est prête à engager les troupes dès leur arrivée, mais Mao souligne qu'elle ne peut pas gérer une armée de démons seule. Kameo lui dit qu'il a une idée qui peut les aider à éviter une bataille totale. Juste au moment où il commence à parler de son plan, il est interrompu par une grande porte qui s'ouvre dans le ciel. Utilisant ses pouvoirs, Lucifer scanne la porte et confirme que c'est l'armée des démons. Alors Emilia boit une boisson vitaminée sacrée et part les affronter. Mao demande à Kameo l'épée qu'il a apportée du royaume des démons et Kameo réalise qu'il l'a laissée à la cabane. Après avoir réprimandé cet oiseau en colère pour avoir oublié un objet si important, Mao ordonne à Ashia d'aller chercher l'épée. Le général démon se précipite mais trébuche accidentellement car il n'est pas habitué à porter des tongs. Avant qu'il ne puisse se relever, Aman apparaît tenant l'épée et étonnamment, elle donne l'épée à Mao. Elle dit qu'elle ne s'impliquera pas dans le combat et demande à Mao de nettoyer le désordre qui l'a suivi jusqu'à chez elle. Mao dégaine alors l'épée et l'instant d'après, une lumière rouge vif l'enveloppe, faisant dire à Aman qu'il est bien un démon d'un autre royaume. De l'extérieur de leur auberge, Suzuno et Chiyo essaient d'observer ce qui se passe près du phare, mais le brouillard est trop épais. Soudain, Amane apparaît et Suzuno prend une pose défensive, mais la femme l'assure qu'elle vient en paix. Elle dit que Mao et les autres ont promis de prendre la responsabilité de ce qui se passait, mais ajoute que si les choses tournaient en mal, elle interviendrait. Voyant le regard dubitatif de Suzuno, Amane lui dit de ne pas la sous-estimer, puis révèle ses capacités de manipulation de l'air surprenant les filles. Pendant ce temps, Amelia est engagée dans une bataille avec les démons, et bien qu'elle soit largement en infériorité numérique, elle parvient à tenir tête. Voyant cela, leur chef, Syriado, ordonne à ses hommes de se tenir à l'écart. Utilisant l'éclat de Yesod en sa possession, il confirme que l'épée dans sa main est bien celle qu'il recherche. Il reconnaît également qu'Emilia est l'héroïne et la défie en un combat en tête-à-tête, ce qu'elle accepte. Alors qu'ils commencent à se battre, Mao, Ashia et Lucifer apparaissent sous leur vraie forme et s'adressent à Syriado. Au début, il ne croit pas que Mao soit Satan, mais quand Kameo apparaît et le confirme, lui et les autres démons sont choqués. Immédiatement, ils s'inclinent avec respect. Alors que Syriado explique que leurs actions témoignent dans le meilleur intérêt du royaume des démons, il révèle qu'ils ont seulement fait semblant d'être dupés par les mensonges d'Olba afin de récupérer l'épée sacrée. Emilia demande alors à voir le collier qu'il a utilisé pour identifier son épée et après qu'il le lui ait remis, elle voit que c'est un cristal de lien. Syriado explique qu'Olba leur avait dit que la lumière du cristal les guiderait vers l'épée sacrée, alors ils l'ont suivi là. À la lumière de cette information, Mao ordonne à Syriado et à ses hommes de retourner dans le royaume des démons et dit à tout le monde qu'il est toujours en vie et qu'il a l'épée sacrée en sa possession afin que la paix revienne dans le royaume. Il charge également Syriado d'aider Kameo à maintenir la paix et Syriado accepte son nouveau rôle. Une fois qu'il eut fini de donner ses instructions, les démons s'alignèrent et furent transportés de retour dans leur royaume par la lumière du phare. Une fois tous les démons partis, Mao, Ashia, Lucifer et Emilia utilisent de leur pouvoir combiné pour fermer la porte. Ensuite, quand tout est réglé, Aman les informe qu'elle n'a plus besoin de leur service, ce qui les surprend. Elle les informe également que leur appartement a été réparé avant d'expliquer qu'elle les renvoyait parce qu'ils étaient trop intenses pour ses clients. Juste à ce moment-là, Shiho attire l'attention d'Aman sur la silhouette sombre assise à une table dans la cabane. L'ombre s'enfuit avant qu'Aman ne puisse dire quoi que ce soit, et c'est alors que le groupe remarque un grand nombre d'ombres dans l'eau. Amane confesse alors que l'histoire de Moranyasa était un mensonge. Elle explique que la vérité est que les âmes des morts viennent là pour laver leurs âmes et qu'elle et son père en sont les gardiens. Cependant, la magie que le groupe a utilisée avait déformé l'endroit et ils étaient sur le point de perdre leurs formes humaines. Ils devaient donc partir. Sur ce, Aman claque des doigts et elle et sa cabane disparaissent dans une rafale de vent. Un dépliant pour les attractions locales et des enveloppes contenant 50 000 yens chacune tombent là du ciel. Plus tard, pendant qu'ils font du tourisme, Emilia demande comment Mao, Ashia et Lucifer ont retrouvé leur forme démoniaque pendant le combat. Mao explique que l'épée que Kameo avait apportée était sa corne qu'elle avait cassée. Olba l'avait apportée avec lui lorsqu'il avait essayé de négocier avec l'armée des démons et à l'intérieur du fourreau de l'épée se trouvait un fragment de Yesod.
Mahou donne ensuite l'éclat à Emilia qui l'accepte mais demande s'il n'est pas inquiet que cela la rende plus puissante que lui. Mahou est confiant qu'il retrouvera son pouvoir et dit à Emilia que quand il le fera, il la dominera, elle et tous les autres. Son choix de mots choque la fille à l'esprit mal tourné et Chiho, à l'esprit tout aussi mal tourné, essaie de confirmer que Mao ne parlait pas de préliminaires. Quelques jours après leur retour de Chiba, Chiho et son père dégustent des crackers de riz trempés pendant que sa mère leur apporte du thé. Juste à ce moment-là, le téléphone sonne et après que le père de Chiho ait décroché, il apprend que c'est son frère au bout du fil et qu'il a des nouvelles choquantes. Dans l'appartement de Mao, Ashia fait la vaisselle quand Emilia commente que malgré les réparations, rien n'a changé dans l'appartement. Ashia n'est pas d'accord avec son idée et déclare fièrement que le robinet qui fuyait a été réparé. Alas imite ses gestes et alors que Mao la félicite pour cela, Lucifer fait connaître sa présence. Il demande à Mao quand il commencera à chercher un emploi puisque le restaurant est toujours fermé, juste au moment où Ashia se met devant lui et lui dit de se taire. Chiho entre. Mao la salue et elle demande s'il est ouvert à prendre un emploi à Nagano. Le lendemain, Mao, Ashia et un Lucifer très malade en voiture sont assis à l'arrière de la voiture de la mère de Chiho, alors qu'elle les conduit chez les grands-parents de Chiho. En faisant la conversation, Mao dit accidentellement quelque chose à propos de Seigneur des Ténèbres, ce qui déroute la mère de Chiho. Quand elle demande ce qu'il veut dire, il se corrige rapidement, disant qu'il parlait d'ours noir. Cela pousse Ashia à s'enquérir du sanglier qui a attaqué la grand-mère de Chiho. La mère de Chiho affirme que la grand-mère de Chiho n'a subi que des blessures mineures, mais ajoute que tous les employés à temps partiel ont démissionné à cause de cela, laissant leur ferme en sous-effectif. C'est pourquoi Chiho avait demandé à Mao s'il était intéressé par un emploi à Nagano, et la mère de Chiho les a remerciés d'avoir accepté le poste. Chiho demande ensuite à Mao pourquoi il n'a pas invité Emilia et Suzuno à les accompagner, et il répond qu'il a besoin d'une pause d'elles deux car elles sont plus collantes qu'une petite amie obsédée. Juste à ce moment-là, Ashia aperçoit un bâtiment qui ressemble à un kappa et quand il pose la question, Chiho explique que c'est un musée dédié au kappa. En entendant cela, Ashia s'enthousiasme et donne une conférence détaillée sur l'histoire du kappa, mentionnant qu'il est connu pour voler le Shirokodama d'un humain, ce qui les rend sans courage. Alors qu'ils approchent de leur destination, la mère de Chiho explique qu'à part les rues, leur famille possède toutes les terres agricoles, ce qui choque les garçons. Quand ils arrivent enfin à la maison, la tante de Chiho les salue et demande à Chiho de les montrer à leur chambre. Alors que Chiho les guide à l'intérieur de la maison, Ashia et Mao sont étonnés par la taille et ne peuvent s'empêcher de la comparer à la boîte en carton qu'ils appellent un appartement. Plus tard, ils s'assoient avec Chiho et le reste de sa famille qui se présentent à eux. Quand la grand-mère de Chiho les rejoint à table, Chiho fait remarquer qu'elle devrait se reposer, mais la vieille femme affirme qu'elle va bien. Mao et Ashia la flattent alors, disant qu'ils s'assureront de travailler d'arrache-pied à la ferme au grand désarroi de Lucifer. Plus tard, Hinako, la belle-sœur de Chiho, conduit Mao, Ashia et Lucifer au champ pour leur donner un aperçu du travail qu'ils feraient. Elle leur montre la portion sur laquelle ils travailleront et explique les 2 types de légumes cultivés dans la région avant de leur assigner de commencer le désherbage. Au moment où ils sont rentrés chez eux le soir, les garçons étaient épuisés. Ashia et Lucifer se sont évanouis, donc Mao était le seul éveillé quand Chiho est venu les informer que sa cousine les avait invités à visiter la source chaude locale avant le dîner. Après être arrivé à la source chaude, le groupe accepte de se retrouver dans le hall à 6h30, mais avant qu'ils ne se séparent, Alas apparaît soudainement. Mao et les autres sont également surpris quand Suzuno et Emilia arrivent en courant dans le couloir. Alors que Mao réprimande Emilia pour les avoir traqués, Kazuma et Hinako demandent qui ils sont. Juste à ce moment-là, Alas s'adresse à Mao et Emilia comme papa et maman, choquant Kazuma et Hinako. Pour éviter d'exposer leur secret, une histoire inventée sur Alas est racontée au couple. Emilia demande alors si elle et Suzuno peuvent lui travailler à la ferme pendant la durée du séjour de Mao, choquant Mao, Ashia et Chiho. Dans leur chambre plus tard cette nuit-là, Emilia s'excuse auprès de Suzuno de l'avoir traîné pour travailler à la ferme, mais Suzuno comprend. Pendant ce temps, chez la famille de Chiho, Mao reste éveillé, incapable de dormir quand il entend Chiho frapper à la porte. Quand il ouvre la porte, elle lui dit qu'elle veut lui parler d'Emilia. Ils sortent pour discuter et Chiho demande s'il sait pourquoi Emilia veut travailler à la ferme avec eux. Mao demande si Emilia lui a dit la raison, et elle dit que c'est Suzuno qui lui a dit qu'Emilia a des sentiments mitigés à propos de leur travail à la ferme. Il s'avère qu'Emilia déteste l'idée que des démons travaillent sur les terres agricoles à cause de ce qu'ils ont fait à sa ville natale. Mao dit qu'il ne blâme pas Emilia de se méfier d'eux et Emilia lui dit qu'elle souhaite que toutes les personnes qu'elle aime trouvent le bonheur ensemble. En réponse à cela, Mao dit qu'Emilia ne lui pardonnera pas. Alors qu'ils commencent à rentrer, ils ignorent qu'un ours noir les observe depuis la forêt voisine.
Le lendemain matin, Mahou et les garçons sont réveillés par Emilia qui leur parle comme un sergent instructeur. Quand Mahou et Ashiya descendent pour le petit déjeuner, ils sont surpris de voir que Suzuno sert à manger. Elle leur lance une pique, poussant Mahou à perdre son sang-froid et à riposter, mais elle l'ignore et demande où est Lucifer. Juste à ce moment-là, ils entendent un vacarme venant d'en haut, ce qui indique clairement que le général démon se faisait tabasser. Après le petit déjeuner, tout le monde se rassemble dans les champs et Kazuma attribue à chacun ses tâches. De retour à la maison, Chiyo, chargée de surveiller les enfants, fait ses adieux à sa mère. En voyant la voiture s'éloigner, elle se demande comment vont Mahou et les autres. Dans la serre où Mahou et Emilia récoltent des aubergines, Emilia fait la leçon à Mahou sur la raison pour laquelle les légumes sont cueillis si tôt le matin, discutant des avantages et des inconvénients de la récolte. En entendant à quel point elle était calée en plantes, Mahou se souvient de sa conversation avec Chiyo la nuit précédente. Cela le met mal à l'aise et quand Emilia remarque son air grave, elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas regretter ce que lui et ses démons ont fait à sa ville natale, car elle n'est pas prête à lui pardonner. Mahou essaie de parler mais elle le coupe, affirmant que leurs problèmes ne devraient pas entraver le travail qui leur a été assigné. Plus tard dans la journée, Mahou et les garçons sont dans leur chambre à se reposer, mais lui et Ashiya estiment qu'ils devraient plutôt aider au lieu de se prélasser. Ils décident alors de descendre et de demander à la grand-mère de Chiyo de leur confier davantage de travail. Quand ils la rencontrent, la femme leur demande d'emmener Hitoshi, le fils de Kazuma, à sa mère, car le petit garçon l'a cherché partout. Accompagné de Chiho, Mahou et Ashiya emmènent, hélas, Hitoshi auprès de Hineko dans les champs. Peu après avoir réuni Hitoshi et Hineko, un ours noir apparaît soudainement à proximité. Bien qu'ils tentent de s'éclipser discrètement, les pleurs d'Hitoshi alertent l'ours de leur présence. Hinoko essaie de réconforter le garçon, mais il refuse d'être apaisé. Alors Mahou ordonne à Ashiya d'emmener Chiho, Hitoshi et Hinokoko retrouver Kazuma, tandis que lui et Emilia restent pour s'occuper de l'ours. Une fois le groupe éloigné, Mahou fait signe à Emilia d'engager l'ours, mais avant qu'elle ne puisse agir, une voiture de passage klaxonne bruyamment, effrayant l'animal. Agité, l'ours charge Mahou et Emilia, alors Emilia est contrainte de puiser dans sa force de sumotori pour l'arrêter. Elle tente de repousser l'ours, mais il tient bon, alors elle l'assomme d'une projection par-dessus l'épaule, juste au moment où Kazuma arrive. Plus tard à la maison, Lucifer lit l'article de presse sur l'ours, tandis qu'Emilia est assise dans un coin, priant pour que la terre l'engloutisse. Des journalistes étaient apostés dehors, cherchant à en savoir plus sur la She-Hulk qui avait maîtrisé un ours à elle seule, mais Hinoko leur dit de partir. Lucifer taquine Emilia à propos de sa célébrité non désirée, et elle se lève, disant que rien de tout cela ne serait arrivé si la voiture n'avait pas klaxonné. À ce moment-là, elle est interrompue par Suzuno qui vient informer Emilia que Kazuma souhaite lui parler. Assis en face d'Emilia, Kazuma incline la tête et la remercie d'avoir protégé sa famille, ce qui la surprend énormément. Après son départ, Suzuno admet qu'elle avait prévu de manipuler les souvenirs de Kazuma et Hinoko. Cependant, après avoir vu comment ils avaient géré la situation, elle a changé d'avis. Elle dit que c'est probablement à cause de son amitié avec Chiyo et laisse échapper que Mahou et Ashiya l'ont surnommée la tueuse d'ours. Emilia est furieuse en entendant cela et tente d'aller leur casser la figure, mais Suzuno l'arrête. Pendant ce temps, dans les champs, Mahou et Ashiya aident Manji, l'oncle de Chiyo, avec les légumes. Alors qu'il terminait, Manji raconte comment Hinako et Kazuma ont développé leur entreprise agricole par divers moyens et montre les panneaux solaires qui alimentaient les serres. Mahou est impressionné par tout ce que l'homme a dit et en regardant les champs du deuil, il se dit qu'il comprend enfin pourquoi le royaume des démons était en guerre sans arrêt jusqu'à ce qu'ils l'unissent à cause de le manque de magie dans l'air. Avoir de la magie signifiait que les démons n'avaient pas besoin de nourriture, ce qui le pousse à croire que les sociétés ne peuvent exister sans nourriture ou sa production. En rentrant à la maison ce soir-là, Mahou et Ashiya trouvèrent un vieil homme en conversation avec Yumiko. Après l'avoir salué, Manji le présente comme Anda, le président de l'association de quartier. Anda révèle ensuite qu'il y a eu récemment des cas de vol de produits agricoles dans la région. Plus tard, dans leur chambre, Mahou et Ashiya informent les autres de ce qu'Anda a dit et expriment leur inquiétude que les voleurs ne s'attaquent ensuite à leur ferme. Lucifer suggère de patrouiller la ferme, mais Ashiya dit que c'est impossible car l'endroit est vaste et il n'y a pas assez de monde pour surveiller. Il demande à Chiyo ce que Kazuma compte faire et elle lui répond que son cousin essaie de trouver des contre-mesures. Suzuno remarque que Mahou est plongé dans ses pensées, alors elle lui demande de les partager. Mahou analyse la chronologie de chaque vol et dit que comme ce sont des articles périssables, les voleurs doivent déjà les avoir vendus. Il spécule que les voleurs utilisent une petite voiture rapide pour transporter les produits volés là où ils doivent les vendre. En reliant les points, il déduit que les voleurs étaient ceux
qui avait klaxonné l'ours. Il dit qu'ils cibleront probablement la ferme familiale de Chiho parce qu'ils savent que personne ne voudrait sortir après une attaque d'ours. Le groupe discute ensuite des moyens d'attraper les voleurs mais ne parvient pas à décider comment faire avec seulement 5 personnes. C'est parce que Mahou ne veut pas impliquer Chiho et sa famille dans la situation, mais la grand-mère de Chiho, Ai, a entendu la conversation et a décidé d'aider. Utilisant une vue satellite des environs depuis l'ordinateur portable de Lucifer, Ai a créé une feuille de route approximative indiquant ce que chaque zone cultivait et quelle route serait praticable pour une voiture. En regardant la carte, Lucifer note que les voleurs pourraient ne pas être après les légumes de la ferme, mais plutôt les panneaux solaires. Cela facilite les choses pour le groupe, et ils élaborent un plan pour attraper les voleurs en flagrant délit. Mahou finit par être jumelé avec Suzuno, qui se plaint de son inutilité puisqu'il n'a pas de magie. Alors qu'il monte la garde, un pick-up passe soudainement, alors Suzuno entraîne Mahou brutalement vers le bas avec elle. Mahou note que ce n'est pas la voiture qu'il cherche, mais dit qu'il devrait en contacter Emilia juste au cas où. Il essaie de se lever mais attrape accidentellement une poignée des melons de Suzuno et se prend un uppercut. Elle essaie alors de retirer son épingle à cheveux pour en finir avec lui, mais Mahou la supplie de l'épargner. Juste à ce moment-là, la voiture qu'il cherchait s'arrête à proximité et l'un des individus en sort. Suzuno utilise sa magie pour voir à l'intérieur de la voiture et elle dit à Mahou qu'il y a 4 gars en tout. Après que celui qui est sorti retourne à la voiture avec la pastèque volée et qu'il démarre, Mahou envoie un SMS à Emilia. Peu après qu'Emilia reçoit le SMS, la voiture s'arrête et les gars en sortent, alors elle les filme. Alors qu'ils essaient de partir avec l'un des panneaux solaires, Ashiya sort de sa cachette et les confronte. L'un des gars essaie de l'attaquer mais Ashiya se défend facilement et plaque le type au sol. Voyant cela, ses amis courent vers la voiture et s'enfuient, incitant Emilia à les poursuivre. Suzuno les intercepte à mi-chemin, utilisant sa force brute pour soulever la voiture juste au moment où Emilia atterrit sur son toit et utilise son épée pour déchirer le toit avant de l'ouvrir à main nue. Les deux dans la voiture ont eu tellement peur que l'un d'eux a fait pipi dans son pantalon. Celui qui réussit à s'échapper tombe malheureusement sur Mahou, qui se transforme en sa forme démoniaque et lui remet la peur de Dieu au corps. Au moment où Ai, Kazuma et Chiho sont arrivés sur les lieux, la police était déjà là recueillant des informations auprès du groupe de Mahou sur ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, après leur retour en ville, le foyer de Mahou a reçu un colis contenant plusieurs pastèques et beaucoup de légumes de la part de la famille de Chiho. Emilia reçoit également un colis et pendant qu'elle le trie, elle entend aux informations télévisées parler de l'affaire de vol. Cela lui rappelle la conversation qu'elle a eue avec Suzuno avant leur retour à la maison. Elle s'était demandé comment il s'était transformé et Suzuno avait spéculé que Mahou avait siphonné du pouvoir démoniaque des reliques locales du musée Kappa pour retrouver temporairement sa forme de roi démon. De retour au présent, Emilia reçoit un appel téléphonique d'Emerada qui lui demande si elle a pris contact avec sa mère. Emilia est surprise par cette information car elle n'a jamais connu sa mère et n'était même pas sûre que la femme soit encore en vie. Intriguée, Emerada lui parle d'une femme particulièrement étrange qu'elle a rencontrée et dit qu'elle est certaine que cette femme est la mère d'Emilia. Emilia ne cesse de penser à ce qu'Emerada a dit même lorsqu'elle est chez Suzuno. Alors Suzuno, remarquant qu'elle est troublée, lui demande quel est le problème. Avant qu'Emilia ne puisse répondre, elles sont interrompues par des cris venant de l'appartement de Mahou. Immédiatement, elles s'y précipitent, croyant qu'elles sont attaquées par l'ennemi. Cependant, elles sont surprises de découvrir que le vacarme était causé par une dispute entre Mahou et Ashiya à propos de l'achat d'une télévision. Ashiya essaie de convaincre Mahou qu'ils n'ont pas besoin de télévision, mais Mahou refuse d'écouter. Mahou dit qu'il n'avait pas insisté pour en avoir une avant, car le réfrigérateur et la machine à laver étaient leur priorité absolue. Cependant, ils ont maintenant un peu d'argent supplémentaire grâce au petit boulot qu'ils ont pris, et il était prêt à acheter une télévision. Ashiya demande pourquoi il est si déterminé à en acheter une, et Mahou dit que c'est parce que Emilia en a une, révélant qu'il veut aussi regarder la télévision avec Emilia. Comprenant sa situation, Ashiya suggère de contacter leur agent immobilier et de demander si la télévision est incluse dans leur bail. Il dit que si ce n'est pas le cas, ils ne discuteront plus de la question. Mais Emilia prend la parole, disant que le loyer de son immeuble incluait les frais de télévision. Cela pousse Ashiya à la traiter de bavarde parce qu'il avait voulu piéger Mahou pour qu'il abandonne l'idée. Mais maintenant, grâce à elle, son plan a échoué. Ignorant l'aveu d'Ashiya, Mahou demande quelle est la limite budgétaire pour une télévision. Ashiya fait quelques calculs et après avoir additionné tout l'argent supplémentaire qu'ils ont gagné avec leur petit boulot, conclut que c'est 20 000 yens. Il espère que cela découragera Mahou, mais le seigneur démon rit et révèle qu'il a une carte de fidélité qui a accumulé plus de 6 000 yens au grand désarroi d'Ashiya. Cette nuit-là, Emilia rentre chez elle avec Suzuno et Chiho parce que Suzuno a décidé qu'elle voulait aussi acheter une télévision et voulait voir celle d'Emilia afin de savoir quel type acheter.
Alors qu'elle marche, Chiho demande à Emilia si elle souhaite que les choses restent aussi paisibles qu'elles le sont, et Emilia répond qu'elle n'y voit pas d'inconvénient. Cela pousse Chiho à répéter ce qu'elle a dit à Mahou à propos de tout le monde étant heureux ensemble, et Emilia lui dit que ce n'est possible que dans ses rêves. À la gare, Emilia et Suzuno réfléchissent à ce que Chiho a dit sur le bonheur en attendant le train. Emilia se demande combien de temps durera leur vie paisible et Suzuno lui dit qu'elle pourrait finir par faire quelque chose qui s'oppose à leur mission, comme protéger Mahou. Dans le train vers l'appartement d'Emilia, Suzuno explique ce qu'elle voulait dire en affirmant qu'elle devrait protéger Mahou. Selon elle, maintenant que les démons savent que leur roi est vivant, ils pourraient essayer de le convaincre de reconstruire son armée. Elle a dit que si cela arrivait, Mahou n'aurait pas le cœur de les refuser et retournerait dans le royaume des démons. Comprenant ce qu'elle voulait dire, Emilia demande si elle accompagne Mahou au centre commercial parce qu'elle n'était pas censée le surveiller. Suzuno dit que oui, mais ajoute qu'elle veut vraiment acheter une télévision, ce qui sera une situation gagnant-gagnant pour elle. Elle dit à Emilia qu'elle ne s'inquiète pas qu'elle vive dans une bulle confortable et dit qu'elle veut en profiter tant que ça dure. Au moment où Emilia la prévient que traîner avec Mahou et Ashiya sera ennuyeux, son téléphone vibre avec un appel de Rika. Quand elles arrivent à son appartement, plus tard, Emilia va sur le balcon pour parler avec Rika au téléphone. Rika est nerveuse et lui fait promettre de ne pas rire avant de demander quel genre de vêtements, selon elle, Ashiya aime. Cette question laisse Emilia stupéfaite, mais elle finit par répondre qu'Ashiya aime les vêtements bon marché puisqu'il essaie toujours d'économiser de l'argent. Rika clarifie ensuite qu'elle veut savoir quel genre de vêtements Ashiya aimerait voir sur une femme. Avant qu'Emilia ne réponde, elle s'enquiert de la motivation de Rika, à quoi Rika admet embarrassée qu'Ashiya lui a demandé d'aller faire du shopping avec lui. Le jour de la virée shopping, Mahou parle avec Ashiya de la raison pour laquelle il a invité Rika et il explique que c'est parce qu'elle est bien informée sur le Japon moderne et sa technologie. Plus tard, alors que Mahou, Ashiya et Suzuno quittent leur appartement, ils ne remarquent pas Gabriel s'approcher des lieux. Pendant ce temps, Emilia est au travail, mais elle émet tellement d'aura négative que sa collègue Maki lui demande si elle s'est disputée avec Rika dernièrement, notant à quel point Rika semblait troublée l'autre jour, ce qui l'a poussée à prendre son congé. Cette remarque provoque chez Emilia quelques éclats de voix alors qu'elle imagine Rika en rendez-vous avec Ashiya. Son emportement pousse son supérieur à lui suggérer de quitter le travail plus tôt, alors Emilia décide d'aller chercher les éclats de Yesod. De retour à l'appartement de Mahou, Gabriel rend visite à Lucifer qui n'est pas très ravi d'être dans le même espace que lui. Gabriel se sert dans le frigo et demande ensuite à Lucifer pourquoi il a choisi de travailler pour Mahou après être tombé du ciel. Lucifer répond que c'était par ennui, ce qui pique l'intérêt de Gabriel, car sa raison de venir était d'en apprendre davantage sur Satan. Lucifer lui dit lui-même, mais Gabriel clarifie que la personne dont il parle est le légendaire roi démon Satan et non Mahou. Après avoir entendu cela, Lucifer rejette ses paroles et reporte son attention sur son ordinateur portable, faisant se plaindre Gabriel. Bientôt, une discussion sur le statut d'ange de Gabriel commence et après cela, Gabriel demande à Lucifer de lui parler des trésors de Satan. Surpris, Lucifer demande en quoi cela est lié à sa mission de collecter les éclats de Yesod et Gabriel admet qu'il a été retiré de cette affaire. Ailleurs, Emilia achète une fiole et y met l'éclat qu'elle a obtenu de Mahou afin de pouvoir l'utiliser pour localiser l'autre morceau. En le fixant, elle se souvient comment sa conversation avec Emerada était passée de sa mère à la guerre, qui avait éclaté à cause de l'Empire Ebzahan. Selon Emerada, il y avait des rumeurs selon lesquelles l'Empire Ebzahan comptait des démons parmi ses rangs. Emilia a dit à Emerada qu'elle reviendrait aider, mais Emerada lui a demandé de ne pas le faire, affirmant que cela nuirait à sa crédibilité en tant que héroïne. Emerada mentionne également que Leila est au Japon, et Emilia se demande comment elle savait qu'elle était sa mère. Emerada explique qu'elle a passé du temps avec Leila et quand celle-ci a disparu, elle a laissé une note remerciant Emerada d'être l'amie de sa fille. De retour au présent, Gabriel reçoit une liste de Lucifer détaillant les trésors que Satan possède. Alors qu'il se prépare à partir, Gabriel informe Lucifer que l'ange connu sous le nom de Veilleur est dans les parages, ce qui le choque. Quand Lucifer commence à s'interroger sur la présence du Veilleur au Japon, Gabriel ignore la question et lui donne son numéro de téléphone, lui demandant d'appeler s'il se souvient d'un autre trésor. Du côté d'Emilia, elle infuse de l'énergie divine dans l'éclat de Yesod et commence à suivre la lumière qui en émane. Ailleurs, Chiho rentre chez elle avec sa camarade de classe Kao et quand elle mentionne qu'Ashiya et Mahou sont partis faire du shopping ensemble, la jeune fille suppose à tort qu'ils sont un couple. En arrivant chez elle, Chiho va regarder la télévision, mais au moment où elle l'allume, une lumière vive en sort soudainement, la faisant s'évanouir. Pendant ce temps, Rika applique une nouvelle couche de rouge à lèvres dans la salle de bain avant d'aller retrouver Ashiya. Ashiya est déçu de voir qu'il n'est pas seul, mais comme c'est un idiot inconscient, il ne le remarque pas et lui donne les souvenirs qu'il a achetés à Shiba.
Après les avoir pris, Rika demande quel était le but de leur virée shopping et Suzuno et Mahou lui disent qu'ils veulent acheter une télévision tandis qu'Ashia dit qu'il a besoin de son aide pour acheter un téléphone. Rika dit qu'elle n'a aucun problème à aider Ashia à choisir un téléphone, mais dit à Mahou et Suzuno qu'elle n'est pas très calée en télévision. Ashia est sûre qu'elle en sait assez parce qu'elle en a déjà acheté une. Rika dit ensuite qu'elle veut bientôt passer au 4K, ce qui pousse Ashia à lui demander ce qu'elle entend par là. Entendant qu'Ashia ne sait même pas ce que signifie le 4K, Rika suggère d'aller au restaurant pour manger et discuter de leur plan avant de se rendre au magasin d'électronique. Ils vont dans un restaurant d'udon qui propose des prix bas pour leur repas et Ashia est impressionné car il est plus radin que Monsieur Krabs. En mangeant, Suzuno loue les udons et dit qu'il est absurde qu'ils les vendent à un prix si bas. Rika demande ensuite quel genre de télévision ils veulent acheter et Mahou dit qu'il s'en fiche tant qu'il peut regarder des émissions avec. Entendant cela, Rika demande quel est son budget et il déclare fièrement qu'il est de 26 000 de yens. Elle trouve cela étrangement précis, alors Ashia explique que c'est parce qu'ils sont fauchés. Quand elle demande à Suzuno son budget, la jeune fille lui dit que c'est 70 000 yens et Rika l'assure qu'elle aura un bon appareil avec ça. Suzuno est contente de cela et remercie Rika de son aide car elle ne connaît pas grand-chose à l'électronique. L'instant d'après, elle se lève pour aller commander une autre assiette d'udon, mais s'arrête quand elle remarque un homme avec une coupe afro au comptoir. L'homme essaie de demander une fourchette, mais comme il parle anglais, le personnel ne le comprend pas. Voyant cela, Mahou intervient et parle japonais au nom de l'homme pour clarifier sa demande au personnel, et l'homme le remercie. Plus tard, devant le restaurant, l'homme appelle quelqu'un au téléphone et se plaint que la personne l'ait induit en erreur. C'était parce que son interlocuteur lui avait assuré que l'anglais était la langue du pays, alors que ce n'était pas le cas. Il dit ensuite à la personne qu'il a obtenu une piste sur ce qu'il cherchait, mais quand il est arrivé là-bas, il est tombé sur une fille qui a réagi de manière dramatique en le voyant. Avant de raccrocher, il dit à la personne qu'il va commencer son deuxième travail de la journée ailleurs, et Emilia continue de suivre la lumière de l'éclat de Yesod, espérant qu'elle la mènera à Leila. Étonnamment, cela la conduit à un hôpital où elle rencontre la mère de Chio qui l'informe que Chio y a été hospitalisée. Choquée, Emilia suit la femme jusqu'à la chambre de Chio et voit la jeune fille allongée dans son lit. Pendant ce temps, Mahou et ses amis visitent le magasin d'électronique pour acheter les télévisions et Rika suggère à Ashia d'approcher un vendeur avec Suzuno afin qu'il puisse obtenir une réduction pour l'achat également. Ce plan excite Ashia qui remercie Rika avec gratitude, faisant battre son cœur la chamade quand il lui prend les mains. Mahou s'approche alors de Rika, la tirant de sa torpeur, et lui demande directement si elle a développé des sentiments pour Ashia, provoquant une surcharge de son cerveau. Quelque temps plus tard, Mahou est assis à une table avec Suzuno, pendant qu'Ashia et Rika cherchent un téléphone. Les deux discutent des sentiments de Rika pour Ashia et quand Mahou explique comment il a posé la question à Rika, Suzuno lui donne un coup de poing au visage et le réprimande pour être un idiot ignorant. Quand elle le lâche enfin, elle souligne que contrairement à Chio, Rika ne connaît pas la vérité à leur sujet et à cause de cela, il n'est pas conseillé qu'elle se rapproche d'Ashia. Mahou n'est pas d'accord et soutient qu'il devrait être honnête avec Rika concernant leurs origines, soulignant à la fois les avantages et les inconvénients d'être transparent, mais Suzuno ne partage pas son avis. Pendant que Mahou poursuit sa conversation avec Suzuno, Ashia et Rika parlent de sa relation avec Suzuno. Ashia lui dit que leur relation est compliquée, mais qu'il espère pouvoir tout lui raconter un jour. Se sentant un peu abattu, Rika suggère qu'ils reviennent ensemble un autre jour pour acheter un téléphone, et Ashia accepte joyeusement. Soudain, tous les écrans de télévision du magasin explosent, inquiétant tout le monde. Mahou demande à Ashia de raccompagner Rika chez elle. Après leur départ, Mahou dit à Suzuno qu'il devrait contacter Emilia, mais il est surpris quand elle appelle Suzuno pour lui dire que Chio a contracté un empoisonnement magique et est dans le coma. Immédiatement, Mahou et Suzuno se rendent à l'hôpital voir Chio. Là, sa mère leur raconte comment elle l'a trouvée inconsciente en rentrant. Ashia arrive peu après et alors qu'ils sont assis devant la chambre de Chio, Suzuno fait quelques calculs. Emilia raconte à Mahou comment le fragment l'a mené à l'hôpital. Alors qu'ils tentent de comprendre à quoi il réagissait, la mère de Chio vient leur dire qu'elle s'absente. Après son départ, Suzuno termine ses calculs et explique que le coma de Chio a été provoqué par une impulsion sonore déclenchée par quelqu'un. Au moment où elle dit ne pas savoir à quoi l'impulsion était dirigée, la télévision de la pièce se brise soudainement comme celle du magasin. Il se précipite aussitôt pour vérifier l'état de Chio. En chemin, Suzuno explique que c'est une impulsion sonore qui a brisé la télévision et fait dresser les cheveux d'Ashia et Mahou. Lucifer rejoint vite le groupe et leur parle du veilleur, ajoutant que c'est lui le responsable de ces impulsions.
Tous réunis dans la chambre de Chiho, ils révèlent que Gabriel cherche les trésors du légendaire roi démon Satan et Mahou se demande pourquoi. La conversation dévie vite sur Raguel, le veilleur, et Lucifer révèle que son rôle est de prononcer le jugement final. Cela les pousse à spéculer sur la vraie mission de l'ange et Emilia pense qu'il cherche probablement sa mère. Après le retour de la mère de Chiho, le groupe sort pendant que Lucifer explique les tâches d'un veilleur. Il révèle aussi que Raguel était autrefois en binôme avec Mitsuki. Après avoir tout expliqué sur Raguel, Mahou demande à Emilia et Suzuno de les aider à le combattre pour venger Chiho. Les filles acceptent sans hésiter. Quand Alas se réveille, Mahou lui demande si elle veut venir et elle dit oui. Pendant ce temps, à l'hôpital, Layla rend visite à Chiho et lui met sa bague au doigt, déclarant qu'elle deviendra un jour la mère d'une nouvelle déesse. Pour localiser Raguel, le groupe monte au sommet d'un grand immeuble offrant une vue dégagée sur les 2 tours de diffusion de la ville. Lucifer suggère à Emilia de déclencher une impulsion sonar pour le trouver, mais elle refuse, ne voulant pas gérer des clients furieux dont les téléphones exploseraient le lendemain au travail. Au lieu de ça, elle propose de se séparer et de fouiller les tours. Après en avoir choisi une, elle utilise ses bottes divines pour s'y rendre. N'ayant pas de pouvoir, Mahou et Ashia prennent les transports en commun pour leur tour désigné. Arrivés, Mahou et Ashia discutent de la meilleure façon d'atteindre le sommet de la tour. Pendant ce temps, Emilia se retrouve à l'autre tour mais découvre que Raguel n'y est pas. Au lieu de ça, Gabriel la rejoint. Après une brève confrontation, Emilia exige de savoir où se trouve Raguel. Gabriel lui dit qu'il n'est pas là et qu'il ne faisait que maintenir ses ondes sonars. Il propose ensuite de partager des informations intrigantes qu'Emilia pourrait vouloir entendre. À la tour de Mahou et Ashia, ils commencent à se fatiguer en montant les escaliers, tandis que Lucifer et Suzuno surveillent depuis leur immeuble. Lucifer s'ennuie vite et dit à Suzuno de déclencher l'impulsion sonar pour accélérer la recherche. À l'hôpital, Chiho se réveille et reçoit un appel d'un inconnu qui lui révèle que sa bague contient un fragment de Yasod. À la tour d'Emilia, Gabriel continue de lui parler des informations intéressantes qu'il détient, sirotant une canette de café. Emilia demande alors pourquoi sa mère est traquée et Gabriel répond que le ciel est sur le point de se diviser en 2. Étonnamment, c'est à cause d'Emilia car son existence d'enfant d'un ange et d'un humain a été désignée comme une crise céleste. Ils ne veulent pas risquer que le monde découvre que les anges ne sont pas différents des humains. De plus, Gabriel l'informe que Layla n'est pas la seule cible, car son père, ni Justina, n'est vivant et actuellement sur Terre, ce qui la choque. Du côté de Chiho, elle parle à Layla en se dirigeant vers le toit de l'hôpital pour discuter de son plan de bataille pour sauver ceux d'Ante Isla. Pendant ce temps, Suzuno boit une boisson vitaminée sacrée, ce qui pique l'intérêt de Lucifer. Utilisant sa force céleste, Suzuno détecte les positions de Gabriel et Emilia, ainsi que celles de Mahou et Ashia. À ce moment, Chiho flotte dans une boule de lumière et dit à Suzuno d'arrêter d'utiliser sa force céleste juste avant qu'il ne soit attaqué par des chevaliers célestes. Suzuno combat les chevaliers tandis que Chiho conjure un arc de lumière et tire une flèche qui émet une vague d'énergie céleste dans toute la ville. Pendant ce temps, Mahou et Ashia ressentent une montée des signaux d'impulsion sonar de Suzuno, alors ils sortent pour enquêter. Dehors, ils tombent sur le gars du restaurant Dudon et Mahou apprend que c'est Raguel. À ce moment-là, le résidu magique de l'énergie céleste libéré par Chiho fait que Mahou et Ashia se transforment en leur forme démoniaque et Mahou jure de se venger de Raguel. Pendant ce temps, Alas essaie de parler à Emilia qui est plongée dans la contemplation de la révélation que son père est vivant et sur Terre. Cette nouvelle information la pousse à reconsidérer ses objectifs qui étaient là principalement centrés sur la vengeance de la mort de son père. Du côté de Mahou, il menace Raguel, mais Gabriel intervient pour calmer la situation. Il révèle qu'Emilia traverse une crise existentielle après avoir appris la survie de son père, ce qui pousse Mahou à déclarer que Gabriel ne sait pas lire l'ambiance. Ne voulant pas rester plus longtemps, Raguel tente de partir, mais Mahou l'en empêche en le frappant au visage et en réprimandant les motivations de l'ange. Raguel parvient finalement à s'échapper et quand Mahou tente de le poursuivre, Gabriel l'arrête. Au même moment, Alas parvient à remonter le moral d'Emilia après l'avoir écouté se questionner et douter d'elle-même. Tandis que Mahou continue de combattre Gabriel, Ashia le rejoint dans la lutte, mais Gabriel garde toujours l'avantage. À ce moment, les cris de Raguel se font entendre alors qu'il tombe. En levant les yeux, il voit Emilia qui n'hésite pas à les rejoindre pour combattre Gabriel et ses clones.
À un moment donné, elle est submergée par les clones, mais Mahou intervient. Il retient alors le Gabriel original assez longtemps pour qu'Emilia lance une attaque réussie contre lui. Alors que Gabriel tombe, Raguel reprend conscience et exige que les démons et les héros se retirent, car l'avenir du ciel est en jeu. Soudain, Shio tire une flèche dans le dos de Raguel, lui faisant perdre ses pouvoirs célestes. Réalisant qu'ils ont été vaincus, Gabriel s'enfuit avec Raguel, utilisant ses pouvoirs célestes. Emilia essaie de parler à sa mère, mais celle-ci dit qu'il n'y a pas le temps. Elle demande alors à Chio de tirer une flèche qui lève la barrière autour de la zone, arrêtant la dispersion de la magie et ramenant Mahou et Ashia à leurs formes humaines. Le lendemain, Mahou rend visite à Chiho à l'hôpital pour discuter de ses interactions avec Layla la veille. Pendant qu'il parle, Chiho révèle qu'il y a des souvenirs dans sa tête qui ne lui appartiennent pas. Ces souvenirs lui montrent un jeune démon qui semble très triste, fixant le ciel. Alors que Mahou l'écoute, il réalise que quelqu'un d'autre parle à travers elle et exige de savoir qui elle est. La personne lui demande comment il peut l'oublier, lui faisant réaliser que c'est l'ange qui l'a sauvé il y a des années. Elle révèle que son but est de restaurer tous les royaumes à leur vraie forme et dit que sa venue sur Terre n'est pas une coïncidence. Confus, Mahou continue de la questionner, mais elle continue de parler et lui dit qu'il doit trouver le cadran Dante Isla et restaurer le monde à sa forme originale. Peu après, Chio reprend le contrôle de son corps et Mahou lui dit de garder la bague de Layla comme porte-bonheur.